Dentaire, c'était quand même un petit peu ce que tu avais envie de Ah faire. pas du tout. Mes deux parents étaient dentistes et je voyais mon père qui rentrait à 10h du soir. Donc je me dis, bon, ça me fait chier, c'est pas ça que je veux faire. Je sais que j'ai une appétence à me foutre dans un canapé à rien faire à un moment donné. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui me stimule, je peux rester comme ça pendant des jours. Donc je me suis dit là, si je finis ça, je vais finir avec des cheveux longs, à fumer des joints. Le coiffage pulpaire, la pulpe, je me dis, c'est marrant. Personne n'en parle, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'intrigue là-dessus. Je me dis, moi je suis là sur Terre pendant 80 ou 90 ans, j'ai pas le temps de m'emmerder dessus, j'ai plein de trucs à faire. J'ai jamais été fasciné par l'argent. Ce qui m'intéresse dans l'argent, c'est ce qu'on peut en faire, pas d'en avoir énormément. Souviens-toi qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Salut à tous, c'est le Dr Tiché Smile, bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes et orthodontistes, le meilleur endroit pour rester à jour et apprendre plein de nouveaux tips. Aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel, je vous présente le professeur Stéphane Simon. C'est marrant parce que tout au début dans l'interview, je lui ai dit la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand je lisais son livre à la fac. Et là je le rencontre en vrai. Franchement c'est hyper inspirant, son parcours et sa vision. Je laisse le découvrir dans ce podcast. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire et même à parler à cette chaîne à tous tes potes dentistes et orthodontistes. Merci à Ella de nous recevoir. Merci à toi de ta présence parce que moi, comme je t'avais dit un petit peu, je t'ai rencontré, enfin je t'ai connu dans mes années de fac quand j'avais découvert tes bouquins. Donc franchement, c'est pour moi un honneur. Ouais, après c'est un honneur, je sais pas, c'est un monsieur tout le monde, hein, effectivement avec un parcours un peu particulier, mais qui est ouvert à tout le monde. On va en parler un peu. Si tu peux commencer par te présenter un peu ton parcours. Mon parcours, le présenter, je sais même pas dans quel sens le prendre, mais donc moi je m'appelle Stéphane Simon, je suis un dentiste, fils de dentiste, doublement, puisque mes deux parents étaient dentistes. Mon père a pris sa retraite il y a 6 mois. Et voilà, j'ai toujours été curieux de tout, très curieux, même quand j'étais gamin. Les choses un petit peu incarnées et très organisées, très cadrées m'ont toujours emmerdé. Et donc j'ai toujours eu un peu cette curiosité d'aller voir les choses par moi-même et puis d'investiguer par moi-même et de m'intéresser un peu à tout. J'avais un peu cette force que je me reconnais aujourd'hui, c'est que n'importe quoi peut m'intéresser, même si au départ c'est pas du tout ma came. Le fait de dire tiens, c'est un domaine que je connais pas, donc j'ai touché à beaucoup de choses dans ma vie. Et puis au bout d'un moment, quand je maîtrise un peu, j'arrête et je passe à autre chose. Et je crois qu'il n'y a que l'endodontie en fait qui a été un fil conducteur dans ma vie professionnelle qui fait que j'ai fait énormément de choses. Mais voilà, quand j'étais à l'école, je m'intéressais absolument pas à la biologie, ça m'emmerdait à un point pas possible. Et plus tard, j'ai fait de la recherche jusqu'à avoir une HDR. Quand j'ai eu mon bac à l'époque, donc en 88, c'était la grande mode des écoles de commerce. Ma mère voulait que je fasse ça. Je lui ai dit non, je vais pas aller vendre des peignes, ça m'emmerde. Et un jour, j'ai fait l'EM Lyon. Enfin voilà, donc c'était un peu comme si c'était chaque situation des choses que je n'aime pas ou que je ne maîtrise pas, ça devient un challenge. Ouais, je vois. Et ça m'amuse, ouais. Mais ma vie est un jeu. dentaire, c'était quand même un petit peu ce que tu avais envie de faire Ah, pas du tout. Non, même pas. Ah ouais. Pas du tout. Non, moi, ça surprend toujours quand je le dis, mais moi, quand j'étais au lycée, donc j'ai fait un bac C à l'époque avec option audiovisuelle et en fait, j'avais 8 heures d'audiovisuel en option complémentaire. Au lycée Corneille à Rouen, que tu dois connaître. Ouais, je connais bien. Et je me suis retrouvé là-dedans, parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège, je me suis retrouvé dans un club photo. Et puis je trouvais un type très sympa qui m'a intéressé à la photo, mais surtout, alors je suis pas du tout un artiste, loin de là, j'ai même aucune culture et aucune. Alors je dis pas que j'en ferai jamais parce que ça peut mais vraiment c'est pas du tout. J'ai pas d'appétence pour ça, quel que soit l'art d'ailleurs. C'est assez étonnant. Je sais que ça fait pas très classe de le dire, mais non, mais bon après au moins tu l'assumes. Ah je l'assume complètement. J'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Et donc voilà. Et donc ce type, ce qui m'avait appris, c'était à développer des photos, faire des jeux de lumière, des jeux de trucs. Et ça m'avait assez fasciné. Okay. Et donc, à l'époque, j'avais pas de vrai métier, tu vois. J'étais pas destiné à devenir tennisman ou je sais pas quoi. Hop, t'es pas encore abonné? Laisse-moi au moins un petit commentaire. Franchement, peu importe ce que tu me dis, ça me ferait quand même super plaisir. Et même un petit like. Et puis, n'hésite pas à parler de cette chaîne à tous tes potes dentistes et orthodontistes. Mes deux parents étaient dentistes et je voyais mon père qui rentrait à 10h du soir. Donc, je me dis, bon... ça me fait chier, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, et donc, je fais cette option audiovisuelle avec comme objectif de devenir directeur de la photographie au cinéma. Ok, ah ouais. Et donc, je passe mon diplôme de ça et à la fin de la terminale, donc je passe des concours
Louis Lumière, la Fémis, enfin bon. Et donc, dans ces concours, tu as 2 étapes. Tu as tout ce qui est physique, optique. Bon, ça, je m'en sortais à peu près, parce que j'étais Mhm. pas non plus un... À l'école, j'étais pas mauvais, mais enfin, j'étais vraiment pas un génie. Ouais. Et bosser n'était pas mon concept de l'époque. Donc, je m'en sors pas trop mal, parce que je sais donner les coups de boost quand il faut. Et puis, deuxième épreuve, ils arrivent avec des tableaux de Van Gogh. Bon, j'arrive à remettre des choses un peu dans l'ordre, parce que c'était ce que je dis toujours. Les profs les livres de maths à l'époque, la couverture, c'était un Vasarely. Donc, Ah toi, ouais. j'ai connu Vasarely parce que c'était la couverture des maths. Voilà. Et donc, je passe les concours et je me fais bouler. Je me fais bouler non pas sur la partie technique, mais sur la partie artistique. Et puis, dans le cadre de cette formation, je devais faire un stage. Et donc, je fais un stage à l'IRIS, l'Institut régional d'image et du son à Rouen. Et il y avait un tournage. Et là, je me rends compte qu'en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a une notion du temps sur ces tournages qui est... à l'époque, on tourne en Betacam. Ouais. Enfin, Ouais, c'était pas ouais. du tout le setup qu'on a là. Mais... Et je me dis, ouais, putain, ça va être long quand même, hein. Parce que Ah j'étais ouais. un peu excité. Je dis, non, non, ça va être long. T'es Et un peu donc, hyperactif, quoi, de... je sais pas si c'est hyper actif, mais en fait, faut qu'il y ait quand même. Enfin, je sais que j'ai une appétence à me foutre dans un canapé à rien faire à un moment donné. Ah ouais, Et quand s'il n'y a même. pas quelqu'un qui me stimule, je peux rester comme ça pendant des jours. Ah ouais. Donc je me suis dit là, si je finis ça, je vais finir avec des cheveux longs à fumer des joints. Non, voilà, j'avais un peu plus d'ambition quand même qu'en sortant de Corneille. Et puis donc j'ai mon bac à 10.00, mais au premier tour. Mais 10.00. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu pitié de moi. Donc à l'époque, ma mère voulait que je fasse une prépa commerce à l'époque, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais on n'avait pas Parcoursup ça. On Ouais. remplissait un Ouais, dossier, on ouais. allait voir les profs, ils signaient, ils mettaient apte, apte, apte. Et là, je me dis, et moi, j'avais vraiment pas envie. Et je me dis, wow, putain, si jamais ça passe, je me retrouve en prépa, c'était pas du tout ça que je voulais. Et donc, j'ai falsifié mon dossier, baissé des notes en me disant, ça va pas passer en commission. Et finalement, c'était passé quand même. Mais il me fallait un plan B vis-à-vis de mes parents pour dire, écoutez, non, je veux pas faire ça. Ouais. Et, euh, et donc, je m'inscris en fac de médecine, mais je me revois l'annoncer à mes parents. Alors, j'étais interne, moi, à Corneille, donc je les voyais pas souvent. Et j'avais tellement dit dans ma jeunesse que je serais jamais dentiste quand je leur ai dit, bah, je vais m'inscrire à la fac de médecine. Au téléphone, tu vois, je me revois en train d'annoncer à ma mère dans la cabine téléphonique de Corneille, maman, j'ai le bac. Elle me dit, bah super, enfin une bonne épine du pied de sortie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à la fac de médecine. Et là, il y a eu un blanc. Elle me dit, tu vas faire médecin? Je dis non, dentiste. Voilà. Ah ouais, carrément dentiste. Ah ouais, t'étais... Et ouais, parce que en fait, je vais pas te dire pourquoi j'ai voulu faire dentaire. M'a jamais passionné à l'époque. Je voyais que mes parents vivaient à peu près confortablement. Ouais, ouais. C'était sympa, tu prenais les vacances que tu voulais. Voilà. Est-ce que c'est ça qui m'a motivé ou pas? Je sais pas. J'ai jamais été fasciné par l'argent. Enfin, j'ai jamais fait les choses pour l'argent. Ouais, je J'adore vois. l'argent. Et ce que je dis souvent d'ailleurs, même sur mes posts LinkedIn, c'est que ce qui m'intéresse dans l'argent, c'est ce qu'on peut en faire, pas d'en avoir énormément, parce que ça Ouais, m'intéresse. ouais. Enfin, ça m'intéresse pas in C'est fine. pas de l'amasser, quoi. C'est... Maintenant, tu me donnes 1 million, je les prends, hein. Je veux dire, Oui, on va pas bah, se en la même temps... raconter. Mais voilà. Donc je me lance là-dedans un peu sans savoir exactement où j'allais, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Et du coup, Lando, après, comment tu passes donc, déjà, de passer un... Parce que ton bac, tu l'as eu avec 10. Ouais. Donc, la fac, c'était pas trop difficile? Non, en Ça fait, allait? oui, c'était un concours. Mais tu sais, en fait, on oublie ça. Alors après, tu peux le faire. Ouais, j'en en a bavé. Là, j'ai ma fille là qui sort de prépa, maths sup, maths spé. Je dis, en fait, j'ai dû connaître un truc à peu près comme ça, mais je m'en souviens pas. En fait, Ouais, ok. je pense qu'on oublie. À Rouen, on était 800 dans l'amphi. Il y avait 22 places en dentaire. Ouais. Enfin, il n'y avait pas non plus, toi, alors vu comme ça, tu te dis, ah, le mec, c'est un génie. Non, en fait, tu avais peut-être 50 dans l'amphi qui voulaient faire dentaire. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais non, il y avait 12 places en dentaire. Il y avait 6 à Reims, 6 à Montpellier ou un truc comme ça. Bon, peu importe. Ouais. Donc, oui, c'était compliqué, mais bon, j'ai raté la première année parce que je pense que j'ai pas bossé assez, peut-être, ou j'avais pas compris comment il fallait bosser. La deuxième année, j'avais un peu la pression et je sors très honorablement, je crois 22e. Donc, j'ai le choix. Ouais. Et puis, je prends dentaire à Reims. Mais après mes études, ouais, c'était pas les études rêvées, super. Bon, on a fait enfin, quoique encore, je veux dire, moi, j'ai jamais souffert de. T'as jamais souffert des Non, profs au centre de soins, tout non, ça, sincèrement, comment... après, si tu veux, j'aime pas l'autorité. Donc, mais je pense que j'ai une forme de compensation. C'est-à-dire, comme je veux pas qu'on m'emmerde, je fais tout pour qu'on m'emmerde pas. Ouais, je vois. Tu vois, je ne veux pas aller provoquer les gens, me dire, non.
Par contre, je reconnais aussi que de temps en temps, quand on vient me chercher, c'est que j'ai un peu poussé. Ok. Mais mes études se passent très bien. J'ai des bons rapports avec les enseignants, une bonne promo, très sympa. Toi, moi, j'ai mes copains de fac toujours aujourd'hui Ouais. et on se voit. C'est les parrains de mes enfants, Judith, Hervé, Emmanuel. Voilà, tout ça, moi, j'ai une bonne époque à ce moment-là. On fait 5 ans, après, je fais l'armée. Et donc, je reviens et par facilité, probablement, je m'installe avec mes parents. Tu vois, souvent, on me dit ah, bah, fils dentiste, tes fils de dentiste, c'est plus facile. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Bah, parce que ça veut dire que j'ai jamais eu de problème pour comprendre la compta, enfin, des Ouais, je vois. investissements, etc. S'associer avec ses parents, c'est facile bah, parce qu'ils vont pas t'enfler. Ouais. Tu vois, et que globalement, bah, j'ai jamais eu une place de collaborateur qui faisait que les urgences. Ouais, je vois. Mais inversement, ils m'ont pas non plus fait la part facile. Moi, j'ai acheté mon cabinet à mes Ouais. parents et je trouvais ça très bien. Et en fait, inversement, j'avais ce sentiment aussi de ok, c'est facile, mais j'ai pas en profité que ce soit facile. Hmm. Voilà. Par contre, ce que j'ai appris après, Et travailler à l'endroit où t'as grandi, ça t'a pas dérangé? non, après, si, enfin, non, c'était marrant parce que j'ai soigné mes enseignants après. Tu sais, mes Ah profs ouais. de. Ouais. En fait, t'as des chocs culturels là. Tu vois, j'ai des. Tu sais, des gens que t'as idolâtrés. On dit, waouh, Ouais, ouais. c'était ma prof de maternelle. Et en fait, tu la vois et elle limite gogol quoi quand tu la vois en vrai. Enfin non, c'est pas gentil ce que je dis, mais tu dis ah ouais, en fait, elle me parle toujours comme quand j'étais en petite section. Et ça, c'était assez marrant parce que tu reviens, ouais, tu reviens un peu sur l'endroit où tu as grandi, donc C'est ça, tu mais as c'était tous pas tes pros. dérangeant en soi, quoi. Non, Non. non. Après, tu vois, c'est souvent, c'est marrant parce que hier soir, en venant ici, j'ai eu le temps j'écoute énormément de podcasts et il y avait le petit-fils de Mullier Hmm. au chant, etc. Et le mec explique très bien, il dit de toute façon, t'es le fils ou le petit-fils d'eux. Donc oui, ça a des inconvénients, mais ça a énormément d'avantages. Et souvent, qu'on essaie de diminuer, de minimiser en disant, bah non, je suis pas un fils d'eux et un fils d'eux. En fait, t'es pas un fils d'eux si tu te démarques, en fait, si tu Ouais, je fais ce vois. qu'il faut. Mon père était très fort en prothèse paro-implanto. Je pense que c'est pour ça que je suis allé en endo. Il Ouais. supportait pas Ok. l'endo. Donc, ce qui est un peu difficile quand tu es jeune praticien, c'est quand tu as les patients qui viennent te voir et tu dis bon bah, je vous fais confiance parce que si ça va pas, vous allez chercher votre père. Et là, en fait, tu as ce rapport d'associé ou celui qui a de la maturité par rapport aux jeunes, père-fils, tu vois, donc il faut manager ça. Et puis, mais ça c'est un problème d'ego. Ouais, je vois. Et à un moment, le vent tourne. C'est-à-dire que ce que dit souvent mon père, il me dit avant, on me demandait si tu étais mon fils, maintenant on me demande si je suis ton père. Ah ouais, je vois. Tu vois, et bah ça se travaille en fait. Si tu bosses par toi-même, et ce que je dis toujours, c'est déjà difficile de se faire un nom, c'est encore plus difficile de se faire un prénom. Ok. Quelle que soit la situation, parce que si tes parents sont des gens qui sont connus pour faire du bon boulot, bah toi on va te dire bon bah c'est le fils d'eux, il va pas faire du bon boulot. Moi mon père était réputé pour être quelqu'un d'extrêmement brillant, très bon réseau de correspondants, etc. Bah fallait cravacher derrière pour pas être. Ouais, ouais. Toi il a repris beaucoup de mes travaux de prothèse à l'époque. Je me souviens de 2-3 patients que j'avais fait des réhabilitations, j'en étais pas capable, mais toi je voulais montrer que bon ça il aurait été mon associé non paternel, ça serait pas passé comme ça. Là, il a Ouais, je rien vois. dit, c'était le fils de. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement confortable euh, et voilà. Et moi, quand j'étais collaborateur, j'avais besoin. Tu vois, par exemple, j'ai acheté mon premier microscope en 1998 avec mon père. Ah ok. 1998, 58 000 francs à l'époque. J'ai l'impression de passer pour Tu un t'en vieux. Mais... souviens déjà? Ah oui, parce Encore. que c'était lunaire. Si tu veux, aujourd'hui, bon, les microscopes, t'en as partout dans les cabinets, même si c'est encore waouh, machin, mais c'était lunaire. Le mec me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Puis c'était un petit, en fait, c'était un petit OPMI, tu vois, qui ressemble absolument pas à ce qu'on a maintenant. Les binoculaires fixes, tu avais une focale de 200 à 210. Enfin, tu vois, c'était. Voilà, et j'aurais jamais acheté ça tout seul. Donc, Ouais. le fait d'être associé avec mon père, qui voulait aussi me montrer, tu vois, me pousser, mais me montrer qu'il était un peu plus fort que moi encore à l'époque. Enfin, voilà. Et donc, non, ça s'est très, très bien passé. Et l'endo, en fait, Donc là, tu souvent, avais acheté le microscope pour faire de l'endo. Parce que tu savais qu'il fallait un microscope pour exceller non, en à endo l'époque, on l'a ou... acheté. Non, non, on l'a acheté en 98. Moi, j'ai fait de l'endo à partir de 2003. Donc, 98, on était omnipraticiens tous les deux. Et c'était lui. Un jour, il avait vu ça dans une conf. Il me dit, on va acheter ça. Mais ça, 50 000 francs, c'est comme si tu disais, ouais, quasiment 50 000 euros aujourd'hui. Tu vois, Bah ouais. c'était pour un truc qui servait à. Enfin, que tu pouvais pas Ouais, ouais, financer. c'est clair.
Et je lui dis, mon père est dingue, mais inversement, je me dis, ouais, c'est aussi une chance. Je me souviens, pour te remettre dans le contexte, c'est que donc on a le microscope. Donc moi, 2 ans après, je commence à faire des conférences. Je suis invité par le Conseil de l'Ordre en Algérie. Et donc je présente le microscope en disant, bah voilà l'intérêt, voilà ce qu'on voit, etc. Et donc tu vois, tu fais une présentation d'1 heure en disant, c'est super, c'est l'ergonomie et tout. Il y a quelqu'un qui dit, mais le microscope, vous rentrez tout dans la bouche ou comment ça? Ah Parce que les ouais. gens ont l'idée du microscope des Ouais, pets, tu ouais, vois. ouais. Et là, tu dis, ouais, en fait, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et donc, l'endo, souvent, on me demande pourquoi j'ai fait l'endo. Pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que à l'époque, maintenant, je ne sais pas comment c'est, mais à l'époque, quand on sortait de la fac de Reims, on était à peu près bon, on était moyen partout. Tu savais tout faire. Ouais. Tu pouvais virer une dent de sagesse, tu pouvais faire une élongation coronaire en sortant de la fac. Et il y avait que l'endo où je comprenais rien. Mais vraiment, c'était lunaire. C'est-à-dire, moi, je me souviens de l'attente des radios post-opératoires. C'était une hantise pour moi. Tu sais pas ce qu'elle allait sortir du Ouais, chapeau, non, quoi. mais c'est toujours comme ça, hein. Moi, ça fait 10 ans que je suis sorti de la fac. Hum. C'était comme ça. Ah ouais, C'était l'endo aussi comme ça. parce qu'à l'époque, la rotation continue, enfin l'endodontie mécanisée n'existe pas. Hein, ça sort en 96. Moi, je Ouais. suis diplômé de 94. Je pense que même les gens qui nous ont enseigné l'endo, ils n'avaient pas bien compris eux-mêmes. Moi, j'ai rencontré Pierre Machetoux après, c'était limpide. Mais tu vois, les enseignants qu'on avait, Michel Maquin, qui étaient des gens super sur le plan humain, un peu stricts, je pense que l'endo, en fait, c'est ce qui se conçoit bien et s'énonce clairement. Là, franchement, ça s'énonçait pas clairement. Ouais. Donc, bon, on avait compris qu'il fallait foutre de l'eau de javel dans les canaux, mais ça s'arrêtait un peu là. Donc, il y a ça, il y a quand même ce truc où je me dis, j'étais pas à l'aise. Je comprends assez vite que ça se voit pas, mais c'est comme ça se voit pas, souvent beaucoup de gens s'en foutent et bah, tu engages ta responsabilité. Donc ça, c'était le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que très rapidement, je me rends compte que mon père, c'est vraiment pas un truc qui l'intéresse. Je me suis dit, oula. Et tu vois, je vois, c'est pas du tout. C'est vraiment a posteriori que je pense que j'ai fait des choses comme ça. En me disant, écoute, là, il y a un créneau, vas-y, tu vas te former. La rotation continue arrive à ce moment-là en Ok. Donc 96. on commence à en parler, on commence à Ouais, ils sont arrivés, je démarcher te dis, avec moi je le découvre décembre 80, ADF 96. Ok. Et il y avait une petite vitrine à côté de chez GACD. Il y avait un moteur Nuvag, comment on appelle ça, un séquenceur avec les 4 profiles, je me Ouais. souviens. Le contre-angle, et là c'était genre 12 000 francs, tu vois, à l'époque. Et là tu te dis, mais qui va aller foutre 12 000 Ouais, c'est balles dans un clair. truc, tu vois. Et personne n'y croit à ce moment-là. Et je sais pas pourquoi, mais, je me dis, bah, il y a un truc. Il y a sûrement un truc là-dedans, et c'est là que je rencontre Jean-Yves Cochet, Anne Kless, Catherine Ricci, etc. Et je me fais emporter dans le truc. Voilà. Ok. Donc à partir de ce moment-là, là, tu te dis focus endo. Là, tu fais des formations, Je tu fais des bosses. formations qui n'existent pas, en fait, parce que tu as la SFE à l'époque, donc qui fait des TP, je sais plus combien il y avait de personnes, 50, 60, c'était énorme. Parce Ouais. que au moment où l'endodontie mécanisée est sortie, si tu veux, il y a eu un. Bah, je me souviens, les TP de la SOP, il y avait 120 personnes dans la Ah salle. ouais. C'était énorme, Ah, il y c'était a un énorme. énorme engouement Bah, les gens d'un voulaient coup. découvrir en disant c'est Ouais. pas possible, tout le monde en parlait, mais si. Là, les gens. Et après, il y a eu toute la fracture instrumentale à gérer. Ouais. Donc, expliquer la fracture à la torsion, fracture de fatigue. C'est là que tu te rends compte aussi qu'à l'époque, beaucoup de gens en présentaient. C'est très commercial. C'est la première fois qu'il y avait du business dans l'endo, parce Ok. qu'avant, les Limca, ça intéressait personne. Et donc, ça m'amène très rapidement à rencontrer Jean-Yves Cochet, qui récupère la présidence de la SFE un petit peu plus rapidement que prévu. Et un jour, je lui dis, bah, écoutez, j'ai fait le cycle de la SFE, mais je veux aller plus loin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, il me dit, écoute, je reprends la présidence, je suis dans la merde, viens me voir, tu vas organiser les TP, on va te faire rencontrer du monde. Et tu vois, en fait, la formation à l'époque, ouais, on est quoi? On est en 98, 97, 98. C'était ça la formation, c'était d'avoir Ouais, je vois. l'opportunité de rencontrer un mec qui disait, bah, viens, on va t'aider. Tu vois. Et là, il m'emmène à mon premier congrès de l'AE à Atlanta en 98, où là, je découvre tout un milieu que je connaissais pas, en fait. Parce qu'eux, ils étaient bien en avance, du coup, déjà, Alors, sur ce milieu. en avance sur le plan de techno, non. Par contre, sur le terme business, en termes de business, oui, ils étaient Ouais. très en avant. Et surtout, les Américains, la spécialité existait. Donc, tu vois, il y avait moins la barrière du coût et de l'investissement. Ouais, je vois. Voilà. En France, moins en Europe peut-être, je sais pas, mais en France, c'était vraiment, à l'époque, c'était 300 francs un traitement canalaire.
un traitement endodontique sur une molaire. Donc, toi, on a toujours su qu'on perdait de l'endo en endo, de l'argent en endo. Mais quand tu as vraiment des chiffres qui te le démontrent, c'est plus violent, je pense. Ouais, ok. C'est plus violent. Ouais, je vois. Ouais. Et donc, voilà, je me suis retrouvé embarqué là-dessus. Donc, c'est Jean-Yves Cochet qui, lui, va me présenter très vite Willy Pertot. Willy Pertot, qui, à l'époque, est endodontiste, qui n'a pas le droit d'exercer en France et qui avait des fonctions de direction chez Dentsply Mayfair à l'époque. On se rencontre, on sympathise, et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et c'est lui qui me présentera Pierre Machtou. Voilà. Ok. Pourquoi il n'avait pas le droit de travailler en France? Parce qu'il est libanais. Ah, ok. Il est libanais et il était diplômé de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Et donc, il est revenu en France, parce qu'à l'époque, c'était la guerre là-bas. Donc, il s'est retrouvé en France faire le début de Marseille. Ouais. Et puis, comme c'est un mec extrêmement doué, voilà, mais il n'avait pas le droit d'exercer. Ok. Voilà. Et puis, donc, il a eu cette option. Et il a eu son droit d'exercice après, puisque maintenant, il est endodontiste à Paris et tout va bien pour lui. Ouais. Donc, au début, tu faisais de l'endo plus de l'omni dans le cabinet de ton père. Et à partir de quand tu t'es dit, vas-y, je fais que de l'endo, je me spécialise en fait? En 2003, parce que donc 97-98, je vais à Atlanta, je rencontre Pierre Machtou. À l'époque, en fait, je me prépare. Je dis toujours, le hasard n'existe pas et la chance se provoque, mais c'est tellement vrai. En fait, en 2000, mon père me dit, écoute, dans 5-10 ans, il va falloir forcément un DU d'implantologie. Je peux te faire rentrer à Cochin. Fais-le, parce que là, il y a encore de la place. Après, ça va être bouché. Et donc, je fais mon début d'implantologie. Je m'y intéresse sans plus, pour être très franc. Et j'ai qu'une idée en tête. Il y avait un programme en endo en Europe, c'était ACTA, Amsterdam. Et donc, je décide d'intégrer le programme d'ACTA, qui était à l'époque en temps partiel, 3 jours, du lundi au mercredi. Donc, je passe les entretiens et les mecs me disent, bon, il va falloir travailler 2 choses. Un, c'est d'avoir au moins une formation en endo complémentaire. Et 2, l'anglais. Parce que là, ça va être compliqué. Donc, je décide de faire le CES d'endo. Et donc, je fais mon CES d'endo à Paris. Et il se trouve qu'avec moi, il y a un mec avec moi et qui fait le CES, lui, pour prendre un poste d'assistant qui est déjà cadré. Et donc, il faut juste qu'il ait le CES pour pouvoir intégrer. Il avait déjà l'emploi du temps, etc. Et il se trouve qu'on passe l'examen en juin. Donc, un CES, c'était à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais tu avais un écrit. Quand tu avais 10 à écrit, tu passais l'oral. Okay. Et le mec se plante à l'écrit. Donc, il ne peut pas passer l'oral. Et donc, il ne peut pas devenir assistant. Et donc, moi, je passe l'oral à Garancière. Et à l'issue du truc, le mec me dit, vous avez une film en endo, etc. Il dit, est-ce que ça vous intéresse de devenir assistant? Parce qu'on a un poste qu'on n'arrive pas à pourvoir. Et moi, dans ma tête, assistant, c'est assistant dentaire, quoi. Ouais. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Et donc, je sors ça à Willy en sortant. Il me dit, attends, le mec, il voulait que je sois assistant. Il me dit, mais non, t'as rien compris. Il m'a dit, écoute, réfléchis, plutôt que d'aller à ACTA où ça va demander du temps, prends le poste d'assistant et moi, je t'arrange le truc pour que tu fasses des vacations avec Pierre. Moi, Pierre Machtou, si tu veux, c'était un nom dans un livre, hein, je ne le connaissais pas. Voilà. Et donc, je le rencontre. La première rencontre, il me dit non, moi, j'en ai ras-le-bol de former des gens, j'ai pas de retour. Et puis, je pense que Willy est allé lui remettre, lui disant, écoute, va voir, lui, il est peut-être intéressant quand même. Et voilà, et c'est là que ça a commencé avec Pierre. Et donc, je deviens assistant en 2001. T'es jamais allé à Amsterdam? J'ai jamais fait AXTA, non, jamais fait AXTA. Et il m'en a voulu d'ailleurs, Paul Veslink, parce que il avait vu que j'étais motivé. Et c'est assez marrant parce que ça, c'est en 2000. Donc 2001, je passe au concours d'assistanat, je deviens assistant, donc je leur dis, non, je viens pas. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de candidats, si tu veux. Donc, j'avais passé 2 entretiens d'1 heure. Toi, le mec s'est investi. Donc, non, finalement, je viens pas. Donc, vraiment, et à chaque fois, je le voyais. Puis Paul Veslink, personne ne le connaît, mais c'est pas un mec facile, quoi. Et juste pour la petite histoire, en 2011, donc 10 ans après, je gagne un prix qui s'appelle le Hans Genet Award de l'ESE. Qui est dédié à des gens qui se sont vraiment illustrés dans l'endo avec quelque chose de particulier. Et donc, à l'époque, moi, je travaille en 2000 j'ai toute ma recherche sur le coiffage pulpaire, pulpotomie, et il me délivre ce Engine Award, qui est pas délivré tous les ans. C'est vraiment, ils te le délivrent quand ils estiment que quelqu'un le mérite. Voilà. Et donc, c'était ma plus belle satisfaction de ma carrière, c'est avoir ce prix-là. Ah ouais. Et parce que, voilà, peu de gens le connaissent, mais moi, je sais qu'à un moment, la communauté scientifique s'est dit, ce mec-là vaut quelque chose. Ouais, je vois. C'était à Rome. Et c'est Paul Veslink qui me l'en met en 2011. Et dans l'oreille, il me dit, en gros, allez, sans rancune, mais
J'étais bien détesté quand Ah, même. il s'en rappelait Ah, du ils s'en coup. souvenaient, ouais, Ouais, ils s'en ouais. souvenaient. Ouais. Donc là, tu continues à la fac à Garancières. Donc là, Tu es voilà, je rencontre assistant Pierre. avec Pierre Machtou, c'est lui qui Exactement. va te former. Exactement, il me forme à tout et lui, il me retourne la tête, en fait, si tu veux. Ok. Mais dans le bon sens. Donc là, C'est-à-dire tu es à que. plein temps à la fac. Non, non, pas du tout. J'étais Non. assistant 2 jours Ok. par semaine. Ok. Ça a failli pas bien démarrer d'ailleurs parce que je me retrouve assistant dans un endroit que je connais pas, une fac que je connais pas. Et puis en fait, si tu veux, moi j'aime pas l'autorité, je le sais. C'est pour ça que j'aurais jamais pu être salarié, je le sais. Ouais. À l'armée, ça a dû être. Alors moi je m'en foutais parce que j'étais Ça en allait. colonie de vacances pendant Ok. 1 an. Et puis j'étais lieutenant. Si tu veux. Donc Ouais. oui, les classes, mais on était avec nos copains. Et ensuite, dans une caserne, l'aspirant dentiste, il est le chef des Ah dentistes. ouais, ok. T'es tout seul. Ouais. donc, Ouais, c'est sûr. donc ça m'a pas trop coûté. Et donc j'arrive, toi, les premières vacations, je comprenais pas, je suis pas présenté comme toujours à la fac. On me fout dans un truc. Et puis vraiment, ça me passionne pas, quoi. Et je vois pas Pierre Machtou surtout. Donc tu vois, je me t'ai Ouais. dit, putain, je suis venu là. Bon. Et Pour un jour, il me lui. croise dans les couloirs, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah, je suis nommé depuis le 1er avril. Le mec il est parti dans une fureur incroyable. On m'a pas dit, machin, etc. Enfin bon. Et donc, il va voir le chef de service, il s'appelle Pierre Collomb, et il dit, moi, Stéphane, il a pris le poste d'assistant pour être avec moi, je veux qu'il soit avec moi. Et donc, il lui dit, ok, en septembre, à la rentrée, vous aurez des vacations ensemble. Et donc, en septembre, le 1er septembre, j'arrive avec mon petit cartable, les vacations, je commence à prendre un peu mes marques. Et donc, le mercredi après-midi, à midi, Pierre Machou me dit, bon, où est-ce qu'on est cet après-midi? Je dis, je sais pas, j'ai pas l'emploi du temps. Et en fait, on avait 2 vacations. On avait une vacation de 13h30 à 16h30 et un TP de 17h à 20h Hmm. ensemble. Et on se rend compte qu'en fait, l'autre, Colomb, là, il nous avait mis une vacation ensemble, mais il nous avait pas mis d'étudiants. Il avait dit oublier dans les emplois du temps. Et donc, on se retrouve, si tu veux, avec Pierre Machou, tous les mercredis de 13h30 à 16h30 à rien avoir à faire en enseignement. Donc, on s'installe dans un café qui s'appelle le Café de la Mairie à Paris. Et c'est là que j'ai appris l'endo, en fait, parce qu'il m'a formé en endo. Ah ouais. Ouais. Donc il t'a appris dans un café. Le Café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris. Et après, le reste du temps, C'est lunaire. Ouais, c'est clair. Et après, on faisait le TP, donc il me disait, faut lire ci, faut lire ça, etc. Et il m'a fait vraiment ma culture. Ouais, je vois. Donc en fait, on avait une vacation d'urgence le matin tous les deux. Et ensuite, on allait déjeuner chez Linas, je me souviens, et on allait au Café de la Mairie jusqu'à 16h30. Et il me parlait d'endo. Il m'a un peu comme mon grand-père me racontait la guerre. Ouais, je Le vois. peu que je connais de la guerre, c'est ce que m'a raconté mon grand-père. Probablement très romancé, très storytelling. Et donc Pierre m'a raconté ça en me mettant des noms. C'est là que j'apprends qui est John Ingle, bon, Herbert Schilder bien sûr, et tous les grands Shimon Friedman. Et après, quand je vais dans les congrès, il me les présente si tu veux. Ouais. Donc, Ah oui. ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ça a duré 2 ans. Parce qu'après, l'autre, il nous a trouvé des étudiants quand même. À 2 ans, ouais. Ouais, et en 2003, Pierre me dit, écoutez, Stéphane, voilà, j'avoue, vous avez la fibre de l'enseignement, il faudrait que vous continuiez. Et là, il me dit, mais il faut faire un DEA. Et là, je lui dis, non, Pierre, ça, c'est trop pour moi. Enfin, j'avais déjà mon cabinet, donc je faisais les allers-retours, Rouen-Paris. Ouais. La recherche, ça me parlait absolument pas. Ça m'intéressait pas. Il me dit, non, mais vous faites un petit DEA, comme ça, etc. Donc, il me trouve une ouverture dans un laboratoire chez Ariane Berdal. Et c'est là où ma deuxième vie a commencé, en fait. Elle m'a fait découvrir la recherche. Et inconsciemment, tu vois, en endo à l'époque, donc on est en 2006, 2004, tout le monde parle instrumentation, hypochlorite de sodium, cavité d'accès, etc. Et moi, je me rends compte que si je rentre là-dedans, ça va être la guerre. Parce que je vais me battre contre des gens qui vont au moins autant bosser que moi. Enfin, je veux dire, tout le monde me dit, t'es un bosseur, mais t'as plein de gens qui bossent comme ça, si tu veux. Et donc, je me rends compte qu'il y a une filière, le coiffage pulpaire, la pulpe. Je me dis, c'est marrant, ça, personne n'en parle, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'intrigue là-dessus. Et c'est la lecture d'un papier, un monsieur qui s'appelle Langeland. Et à un moment, je dis à Pierre, mais ça, c'est intéressant. Il me dit, oui, mais bon, en gros, c'est la cicatrisation pulpaire, on s'en fout, nous, on est là pour la retirer. Et là, je décide Et donc, dans le laboratoire, il me fait rencontrer Ariane Berdal. C'était où le laboratoire? C'est le laboratoire INSERM qui était rue de l'école de Paris. médecine à Paris. Ouais. Ouais, C'était ok. c'était le laboratoire de la fac. Quoi. Ouais, ok. Et donc Ariane me dit non, mais non, vous avez quoi comme profil? Donc la clinicien, non, mais non, ça m'intéresse pas, machin, etc. Puis à un moment, elle me prend une souris, véridique, hein, elle me prend une souris. Il y avait le laboratoire, il y avait le mec à souris, elle me le fout sous le nez et j'ai horreur des rongeurs. Et elle me dit, vous avez peur de ça? Non. Et ben donc, vous allez faire des coiffages pulpaires sur la souris.
Et je lui dis ok. Ouais, j'ai jamais compris le truc, à quel point c'était lunaire de demander Ouais, ça. c'est clair. Et 2 ans après, je lui fais une planche avec toute l'histologie. Et elle me dit, mais qui a fait ça? Je dis, c'est moi. Elle me dit, ah ouais, mais toi, non, toi, t'es lunaire. Parce qu'en fait, je pensais pas que c'était possible. Et voilà, mais quand t'es endodontiste, aller travailler sur des petits trucs, ça allait. Et donc là, on tombe amoureux scientifiquement tous les deux. Et c'est là où elle me dit, mais non, il faut que tu continues après le master. Il faut absolument faire une thèse. Et là, je lui dis, ok, mais je veux partir à l'étranger. Et donc en 2005, je commence ma thèse, je fais 1 an avec elle et je vais faire 2 ans à Birmingham Ah, c'est là où tu avec, passes ouais, avec un monsieur qui PhD. s'appelle Tony Smith, Ok. où je rencontre là-bas Phil Lumley, Phil Thompson, toute mon équipe, tous mes copains aujourd'hui. Et donc je bascule vraiment. Et ça pour moi, ça a été. Tu sais, Et là, tu avais encore ton cabinet? non, en 2006, alors quand je pars en Angleterre, je le mets en stand-by. Ok. Je l'arrête en fait. Là, Euh, ton père avait arrêté, tu t'avais tout Non, non, il racheté. continue lui. Ah, Donc non, il non, était... non, on était associés, on était en Ah, SCM. donc il était resté, lui, Lui, il a trouvé un on remplaçant avait, et oui, voilà. c'était une maison, il y avait Ok. 300 mètres carrés là-dedans. Ok. Moi, il y a mon fauteuil, je lui avais dit, écoute, je te le laisse, et puis tu mets un collaborateur si tu veux. Moi, je m'étais complètement barré, je voulais Ouais. ma tête à moi pour faire de la recherche. Et puis c'est là où vraiment je suis rentré dans la recherche à fond, j'ai publié beaucoup, Ok. et avec une vraie passion là-dessus. En fait, je me Ok. prends vraiment de passion pour ça. Je rencontre des gens incroyables, je deviens président du groupe de la cicatrisation et de la régénération pulpaire à l'IADR. Enfin, tu vois, c'est des trucs, pour moi, tout ça était lunaire. Ouais. Et Et pourquoi là-bas? Ils t'ont envoyé là-bas? alors, Parce que c'était... pourquoi là-bas? C'est un truc, encore une histoire de dingue. C'est en 94, quand je finis mes études, je fais un programme Erasmus à Birmingham de 3 mois. Et le responsable, c'était Tony Smith. Mais je ne connaissais pas, moi, à Ouais, l'époque. ouais. Et donc, c'était lui qui était responsable du programme Erasmus, etc. Bon. Et donc, 10 ans après, quand Ariane me dit, bah, faut que tu fasses une thèse, je dis, moi, d'accord, mais j'aurais une expérience à l'étranger. Elle me dit, bah, tu sais, il y a un monsieur qui travaille sur les protéines matricielles de la dentine, c'est vraiment ton truc. Il s'appelle Tony Smith. Je dis, tiens, c'est marrant, j'en connais un. Je lui raconte mon histoire de Birmingham. Elle me dit, mais c'est lui. Et en fait, lui, il est biochimiste. Et donc, je te jure, on était là, on n'avait pas fini la discussion. Moi, j'avais une fille déjà. J'avais un Ah cabinet. oui, parce que toi, Enfin, t'avais déjà une famille et tout. bah, j'avais une fille. Ouais, ma fille est née en 2005. Donc en fait, elle est venue après avec toi à Ah oui, Birmingham. non, j'ai emmené tout le monde. Ouais. Ma Ouais. deuxième fille est née là-bas. Ok. Et donc, elle était dans la réunion. Elle se lève, elle va à son bureau. Elle appelle Tony Smith. Elle me dit, ah, j'ai un gamin pour toi. Elle dit, ah, Stéphane, je me souviens bien, il était sympa. Et ça s'est fait comme ça. Ah ouais. Ouais. Et donc là, je rentre chez moi. Je dis, bon, ben, écoute, je me suis un peu emballé. J'ai dit que je voulais partir en Angleterre. Elle m'a trouvé enfin, à l'étranger. Elle m'a trouvé une place à Birmingham. Bon, il se trouvait que dans mon passé, c'est là où j'avais rencontré mon ex-femme. Donc voilà, on est Ok. parti à Birmingham. Ok. Donc là, tu continues donc la recherche pendant combien de temps Mais là, en fait, là-bas? je partais 1 an. C'est-à-dire, Un c'était une an. Ok. thèse en ce qu'on appelait co-supervised thesis. C'est une thèse en co-tutelle en français. Donc en fait, tu fais, c'était écrit 1 an en France, 1 an en Angleterre, 1 an en France. Et 1 an, à l'issue de mon 1 an en Angleterre, en fait, si tu veux, quand tu fais de la recherche, en 1 an, tu fais pas grand-chose parce que tu as toute la partie cognitive, Hmm. et puis ensuite, tu as la recherche de financement, Ouais. la mise en application, les résultats, l'écriture, etc. Et donc en fait, 1 an, ça passerait très vite. Et là, et Birmingham se dit, bon, ok, là, on a un mec qui fait de la recherche, c'est un clinicien connu, reconnu, il parle dans le monde entier, il faut qu'on le garde. Et là, ils me font une proposition de contrat. Et là, je dis, bah, je vais rester 1 an pour voir. À l'époque, si tu veux, on est en 2006, ils me proposent un salaire de 11 000 livres. Ok. Avec un DU à moi, mon équipe de recherche à terme, etc. Donc, c'était vraiment... Ouais, voilà. c'est clair. Et il se trouve qu'en fait, ça... Donc, on reste 1 an de plus. On décide de rester 1 an de plus. Moi, j'ai ma première fille qui a 2 ans à l'époque, l'autre qui est née là-bas, à Birmingham. Et donc, on décide de... Bon. Et en fait, au bout d'1 an, au bout de la deuxième année, bah, assez vite, je me rends compte que, en fait, si on reste, il va falloir repartir à zéro. De toute Ok. façon, mon réseau, mon truc, mon machin. Mon Parce que ex-femme. t'étais déjà en dos exclu Ouais, ah oui, à moi Rouen. c'était en 2003. Ouais. Ok. Donc, il allait falloir que je refasse tout. Ça voulait dire une carrière 100% académique. Ça, je suis pas sûr que j'en voulais. Hmm. Et puis, mon ex-femme, qui est avocate, là-bas, c'était compliqué. Il fallait qu'elle refasse tout. Et puis, c'est Birmingham. Ça aurait été Londres. Je pense que l'histoire serait écrite différemment. Ouais. C'est pas top, Birmingham. C'est pas joli, quoi. Tu vas pas en vacances, quoi. Hmm. Mais... Ouais. Mais bon, après, si tu veux, quand tu es dans le mood, moi, j'avais moi, professionnellement, c'était l'éclat total, quoi. Et j'étais dans le domaine, dans le culte, le temple de la pulpe. Ouais. On avait des séminaires, on partait en congrès, on avait de l'argent qui pleuvait. C'était facile, en fait. Et donc, on décide quand même de rentrer. Et là, ça, c'est 2008. Et donc là, je rouvre un cabinet dédié, vraiment tout seul.
à Rouen dédié à l'endodontie exclusive. Ok. Voilà. Là, ton cabinet actuel. Non, celui-là, je vais le garder 3 ans, 2008 à 2011. Et c'est ensuite, je rentre à la fac, temps plein. Ok. Donc là, c'est un deuxième choix professionnel. À la fac Et de Rouen. de Paris. De Paris. De Paris, ouais. La fac de Rouen n'existe pas à l'époque. Et elle n'existe toujours pas d'ailleurs, mais ça, c'est un autre truc. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je rentre. Moi, j'ai plus un radis parce que j'ai tout pompé quand même pendant 2 ans. Ouais. Donc, je recrée un cabinet rue de Fontenelle à Rouen, très sympa. Et là, je suis tout seul à faire l'endodontie exclusive. À l'époque, alors, à cette époque-là, je ne sais pas combien il y en a en France, mais en 2003, quand moi, je limite mon exercice à l'endo, en 2003, on est 13 ou 15 en France. Ah oui, ok. Ouais, il y avait Serge Ball à Lyon, il y avait Catherine Ricci, Jean-Yves Cochet, Bertrand Caillat. Et tous les autres n'existent pas en fait. Les gens sont venus. Là aujourd'hui, on a l'impression que l'endodontie, mais ça a été une accélération en 10 ans incroyable. Ouais, je vois. Et donc je reviens. Là, je décide de pas retourner avec mon père qui avait eu des collaborateurs parce que c'était Louviers, c'était moins facile. Et moi, j'avais des gens qui venaient de partout. J'avais le Mans, j'avais Lille, j'avais voilà. Donc je me dis à Rouen, j'habitais à Rouen en plus. Donc je crée mon cabinet. C'est un cabinet de 70 mètres carrés, très sympa. Voilà, je vais y rester 3 ans parce que j'ai une opportunité de rentrer à la fac et de créer le DU, le diplôme universitaire européen d'endodontie, en 2012. Et donc voilà, donc je passe le concours de maître de conf en 2010. Je suis temps partiel pendant 2 ans. Et ensuite, je prends le temps plein en 2012. Ok. Et ça va durer 7 ans. Donc là, temps plein, du coup, ton cabinet, c'est les collaborateurs qui le. Alors c'est fini, je l'ai fermé. Tu peux Ah, pas... tu fermes. Ouais, je le ferme Donc vraiment tu perds tous physiquement. tes correspondants et. Bah ouais. C'était ça a été un des échecs de ma vie, alors que j'ai pas échoué si tu veux, c'est d'être incapable de transmettre ce cabinet. Je vois. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu de gens formés en endo. Ça commençait à fleurir, tu vois, mais il y avait Ève Laurent, je me souviens, qui était venue me voir. Mais en gros, c'était non transmissible parce que c'était trop attaché à mon nom. Et il n'y avait pas d'endodontiste en France, très peu, et encore moins à Rouen. Donc je le ferme physiquement. Et ça a été, en fait, c'est un truc qui me marquera pour la suite parce que je me suis dit, en fait, tu as créé un truc qui avait une certaine valeur et cette valeur, elle vaut 0 parce que même si ton cabinet vaut 200 000, mais que tu n'as personne pour l'acheter à 200 000, il vaut rien. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est sûr. Ça, c'est ce que j'ai appris en business après. Et donc voilà. Donc, mais dans ma tête, tu vois, je suis passé à autre chose. Je vais à la fac, je monte le DU, 3 ans temps plein, reconnaissance ESE. Voilà, je suis parti là-dedans. Et puis surtout, je publie, je fais de la recherche. J'ai un exercice clinique qui est extrêmement compliqué à avoir parce que l'hôpital, tu fais pas d'endo en fait, c'est pas fait pour ça. Ah, donc tu perds un peu du coup de technique, quoi. Bah, je me bats pour pas la perdre, surtout. Ok. Et ça, c'est ce qui va m'épuiser en fait avec le temps. Ah ouais. C'est ce C'est qui pour va ça que tu m'épuiser. reviens après, du coup. Donc ensuite, en 2016, donc, je passe le concours de PU. Et là, enfin, je passe mon HDR. Donc l'habilitation à diriger une recherche, en fait, c'est un peu une synthèse de toute ta vie de chercheur. C'est une super thèse, en fait. Mais tu reprends tout ce que tu as publié et tu essaies d'en faire une histoire. Et en fait, tu te rends compte que moi, c'est un exercice que j'ai adoré. C'est refaire l'histoire de pourquoi je suis arrivé là, où est-ce que je vais, etc. Donc, c'est un petit document qui fait 50 pages. Et ça, c'est vraiment, avec mes livres, c'est les choses dont je suis le plus fier professionnellement parce que, en fait, je me rends compte que tout ce que j'avais fait avait un sens. Ouais, ok. Et voilà. Donc, je passe ma thèse, je passe au concours de PU. Et en fait, comme beaucoup de choses qui m'arrivent, c'est que quand je suis arrivé en haut du sommet, bah, je me dis, en fait, il n'y a plus rien à grimper, ça m'emmerde. Et tu regardes en bas et tu regardes tout ce que tu vas devoir gérer, l'humain, dans un contexte hospitalo-universitaire où je pense que tu n'as pas d'amis, en fait. Alors, si, c'est pas vrai, parce que Vianney est mon ami, mais en fait, tu te rends compte que tu vas prendre des coups et que la seule chose que tu vas devoir chercher, c'est plus une protéine, c'est de l'argent pour pouvoir faire travailler des gens qui n'ont pas ta motivation. Voilà, c'est très dur ce que je dis là, mais en gros, moi je fais ma synthèse. Je me dis, moi je suis là sur Terre pendant 80 ou 90 ans, j'ai pas le temps de m'emmerder, j'ai plein de trucs à faire. Et là, je me dis, ok, je passe une période de ma vie où c'est un petit peu compliqué. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le doyen qui s'appelle Robert Garcia, vraiment lui, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'étais au conseil d'administration avec lui, avec Philippe Monsenego, Patrick Missica. Enfin, j'ai passé des moments extraordinaires parce que là, tu prends des leçons en termes de business, tu prends des leçons là. Mais
Et donc, et Robert Garcia me dit, écoute, on est en train de monter une antenne à Rouen, et il faudrait que Paris y aille. Tu habites Rouen, est-ce que ça t'intéresserait de faire tes cliniques là-bas? Et en fait, j'hésite pas longtemps, parce que moi, je suis très copain avec Vianney Descroix, qui est chef de service à la Pitié, et je comprends assez vite que lui est carriériste, et donc il fera pas de... Et que les carriéristes, lui, il faut que ça avance. Et que moi, en fait, je suis absolument pas carriériste, je veux surtout être chef de rien, parce qu'il faut gérer des gens, et donc ça m'emmerde. Et, et je me suis dit, si je reste là, on va se disputer, en fait. Ah ouais. Et donc voilà. Et moi, je suis en train de refaire ma vie avec Camille à l'époque. Je suis entre Rouen et Paris, mes enfants sont à Rouen. Je me dis, bon, pourquoi pas, voilà. Et donc c'est là où je réintègre Rouen en me disant, je vais être peinard en fait là-bas. Je vais avoir mon cabinet dans le centre de soins, etc. Là, t'avais combien d'enfants à ce moment-là? Là, Parce que t'avais déjà une j'avais mes grosse 3 famille. aînés. Ouais. Donc, et puis ma quatrième qui arrive en 2000. Donc après, je refais ma vie avec Camille et Anna, née en 2017. Ok. Voilà. Et donc en 2017, je pense qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Et, euh, et en fait, je retourne à Rouen. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte que le chef de service qui est là-bas, qui est un monsieur adorable, hein, gentil, et lui, il est chef de service, mais il a raté 3 fois le concours de hospital universitaire. Ok. Et lui, il était chef de service, il travaillait avec des universités, parce qu'il n'y avait pas de fac à Rouen. Et en fait, je sens très vite que le fait de ne pas être universitaire est un complexe pour lui. Et donc, moi, très vite, je vais le voir, j'ai dit, écoute, je te rassure une chose, moi, la chefferie de service ne m'intéresse pas. Donc, fais ce que tu veux dans ton service, je m'emmerde pas, et je te jure, je te le fais tourner en endo, j'amène mon nom, j'amène mon réseau de correspondants, etc. Ah, super, machin. Et en fait, si tu veux, c'était plus fort que lui. Et donc, il va me faire chier avec, j'ai pas d'étudiants pour m'assister, etc. Je m'épuise, et en fait, je me rends compte que je suis pas fait pour le système. Et quand t'es pas fait pour quelque chose, bah, soit t'insistes, et tu vas dans le mur, Ça casse, ouais. et ça casse, soit tu dis, bah écoutez, vous savez quoi, je vais vous laisser à votre système et je m'en vais. Et donc je décide de me mettre donc en 2019, de partir et de me mettre ce qu'on appelle en disponibilité. Et là, ça va faire couler de l'encre. Et ça, je m'en rends pas compte, c'est que je le fais pas pour ça. Et je me rends compte de la conséquence du truc, c'est en fait, je suis le premier PU en France, en dentaire, à partir du système. Ah ouais. Et en fait, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que le parcours est long, si tu veux. Donc, il faut que tu fasses un master, un master, ensuite une thèse, Thèse. que tu publies, que tu fasses de la clinique, que tu fasses de l'enseignement. Tu dédies quasiment ta vie à ce truc-là. Il faut que tu ailles à l'étranger pendant 1 an. Ensuite, il faut que tu fasses ton HDR. C'est beaucoup de stress. Donc, quand tu es Ouais. arrivé là, tu te dis, putain, je vais pas retourner en arrière. Sauf qu'en fait, et ça, il y a une seule personne qui avait compris ça, enfin deux, il y avait Pierre Machtou et Ariane Berdal. Et Ariane Berdal savait que je faisais pas ça pour ça. Et en fait, les universitaires, pour une très grande majorité, je ne parle pas pour tout le monde, parce que je ne les connais pas tous, mais beaucoup que j'ai rencontrés, si tu veux, faisaient toutes ces étapes un peu comme tu vas passer le permis. Mm. Et donc, tu peux apprendre à conduire pour passer le permis, ou tu peux apprendre à conduire parce que tu aimes les bagnoles et tu as envie de bien conduire. Ouais, je vois. Et ton permis, tu l'auras de toute façon. Et en fait, moi, j'ai jamais fait les choses pour ça. Et même pendant un moment, je voulais pas rentrer à la fac. Moi, j'aurais eu la possibilité de faire de la recherche en privé avec un labo INSERM, je serais jamais rentré à l'université. Ouais. Et en fait, comme ça, ne me pose pas de soucis de démissionner parce qu'en fait, je l'ai pas fait pour ça. Et que tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis, et mes bouquins, mes publications, ma culture, mes enseignements, etc. Je me dis, en fait, je m'en fous. Toi, c'était pas. Et là, donc 2019, donc je décide de sortir du système et je recrée un cabinet à Rouen. Ok. Et Et qui va quand tu dis repartir. ça a fait couler de l'encre, c'est que on t'en a voulu? Ou Oui, on oui. t'a mis des bâtons dans les roues pour la suite? Ou Bah, en fait, c'est difficile de mettre des bâtons dans les roues pour la suite parce qu'ils n'avaient plus de maîtrise. Non, ils avaient plus de maîtrise, mais Oui, bon. après, ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues dans le Sur le sens où, réseau, ou je sais pas. sur le réseau à Rouen, il n'y avait personne. En fait, si tu veux, c'est assez étonnant parce que j'ai un problème avec ce que j'aime pas qu'on me pense du mal de moi, mais quelque part, je m'en fous. Ça m'empêche pas d'avancer. Mhm. Euh, Sur le plan du développement personnel, je travaille beaucoup ça en disant qu'est-ce que pensent les gens de moi. Et en fait, tu te rends compte que tu ne pourras pas les empêcher de penser quoi que ce soit. Donc il faut avancer et quoi qu'ils pensent, mais ils le pensent. Mais toi, ça ne te changera pas et ça ne changera pas le regard des gens. Mhm. Et j'ai appris une chose aussi, surtout dans l'enseignement, c'est qu'en fait maintenant, quand j'enseigne, je partage, je donne des connaissances, mais je ne cherche plus à convaincre. Donc j'ai pas de déception. Parce que quand tu vas dans une conférence en disant, bah, les mecs, je veux qu'ils fassent de la pulpotomie en sortant, et que
c'est pas avec un cours d'1 heure et demie qu'on va faire de la pulpotomie. Ouais. Et qu'à la fin, tu dis, est-ce que vous allez faire la pulpotomie maintenant? Le mec, il dit, ouais. En fait, là, t'as un sentiment de colère en disant, mais putain, mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit ou quoi? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, parce que tu as considéré que tu avais raison au départ. Et ça, vraiment, j'ai complètement changé là-dessus. Parce que d'abord, j'ai eu des échecs, des choses comme ça. Et de me dire, OK, moi, quand je fais de l'enseignement, je vous donne un avis. D'ailleurs, dans mes conférences, c'est tout écrit. J'ai une phrase comme ça qui dit, tout ce que je vais vous dire n'est qu'un avis personnel et il mérite d'être critiqué. Maintenant, si vous voulez critiquer, il va falloir du lourd aussi. Il va falloir rentrer en discussion avec moi et pas me dire, je fais ça depuis 30 ans, ça marche pas. Et donc, voilà. Donc, oui, le départ de l'université. Alors, moralement, je m'en fous complet. Tu vois, enfin, je retrouve un cabinet qui me convient. Enfin, ça sent le café quand je rentre dans mon cabinet et que ça sent plus l'eau de Javel ou je sais pas quoi. Il y a un truc qui va me manquer et que j'avais pas anticipé, c'est la recherche. Ok. Et qui me manque toujours pour être très fort. T'en as plus refait du tout, du coup. Ah si, j'ai fait de la recherche clinique, mais c'est pas ce que je préfère. Ouais. Et puis, en fait, effectivement, le fait de ne plus avoir de label universitaire, tu as certaines portes qui se ferment. Ok, je vois. Voilà. Mais il faut l'accepter. Tu vois, c'est marrant parce que il y avait le congrès, l'ESE de Paris cette année, à Paris cette année, et c'est la première fois depuis 2001 que je n'ai pas de conférence à l'ESE. Okay. Et toi, je m'étais dit, le jour où ça va m'arriver, ça va vachement m'affecter. Et bien, pas tant que ça, en fait. C'est assez marrant. Je me suis dit, bah voilà, je fais autre chose. Et il y avait un copain, donc Phil Thompson, qui me dit, est-ce que ça t'a pas manqué? Et je lui dis, mais manqué de quoi? Il m'a dit de ne pas avoir de séance à l'ESE. Et en fait, je lui dis non. Et c'est vrai en plus, parce que d'abord, il y a d'autres gens qui prennent la place et c'est normal. Il faut laisser la place aux autres gens. Même si je trouve que beaucoup qui ont pris la place ne sont pas matures et sont en train de revenir en arrière par rapport au sujet. Mais ça, c'est autre chose. C'est une critique positive, mais je le garde pour moi. Mais c'est surtout que quand tu fais des choix, tu en assumes les conséquences. Et donc, en partant de l'université et en allant faire un MBA, il était clair qu'on allait moins m'inviter dans des congrès comme ça. La deuxième chose, c'est que mathématiques et la cicatrisation pulpaire, je continue à faire des reviewing sur le truc. Honnêtement, ça fait 5 ans, il ne se passe plus rien. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais apporter par rapport à quelque chose qui ne se passe plus rien? Donc aujourd'hui, il y a des conférences, c'est des méta-analyses, c'est des reviewings, c'est des trucs, des machins. Il sort une étude de temps en temps, mais rien de... Voilà, je pense qu'il y a une vague, comme ça. Donc maintenant, c'est d'autres sujets qui arrivent sur le truc. Et puis voilà, ça fait du sang neuf. Et puis aussi, tu te rends compte que toute ton activité de conférencier, essentiellement de speaker, elle est associée à un groupe. C'est-à-dire que moi, j'avais un groupe, c'était qui? C'était Hannibal Diogenes, Kerstin Galler, etc., qui, eux, vieillissent, ils deviennent doyens. Paul Cooper est doyen de Otago. Voilà. Et donc, c'est des gens qui sortent du système et quand ils sont plus dans le système, c'en est d'autres qui arrivent, qui, eux, ont un autre réseau. Et puis voilà, il faut accepter, ça. Et à ma grande surprise, je l'accepte plutôt bien. Même s'il y a des fois, je me dis, ouais, c'était... tu vois, j'ai quand même des... Quand je faisais une conférence sur la pulpotomie devant 750 Américains à l'AE, c'est un kiff quand même, tu vois. Tu te dis, bon, voilà, ça m'arrivera plus, et puis je fais autre chose. Voilà. Donc là, tu pars du coup dans ton deuxième cabinet que tu crées. Dans mon troisième, en fait, puisque le deuxième, c'est en revenant en Angleterre. Troisième cabinet. Et là, tu vois, je me souviens, je me revois en train de créer le cabinet en me disant, OK, tu sais pas ce que tu vas faire dans 2 ans. Parce que là, je suis en disponibilité, donc je peux retourner à la fac. Tu sais pas ce que tu vas faire. Je me suis toujours laissé le temps au temps. Par contre, la seule chose que je veux pas, c'est de créer un truc pour le refermer comme j'ai fait en 2011 sur l'autre. Et donc, très vite, je vais m'atteler à ça en me disant, il faut que je trouve quelqu'un pour soit s'associer avec moi, soit revendre le cas échéant si je repars. Voilà. Et ça va être ma mission en 2019, c'est de dès que tu le crées, déjà tu penses à ça. Ouais. Ah oui, immédiatement. À la revente ou à la suite, quoi. En me disant, si je dois repartir à la fac, ce qui était une option à l'époque, parce que quand je suis parti en disponibilité, j'avais pas complètement fermé. J'avais quand même pas mal de mecs à l'interne qui me disaient, écoute, va prendre l'air, reviens, mais s'il te plaît, on a encore besoin de toi, etc. Et donc je me dis, je vais pas remonter un truc, parce que c'est l'énergie quand même, monter un cabinet, relancer un réseau de correspondants, etc. Donc je fais tout pour pouvoir partir, c'est-à-dire je me mets en location dans un cabinet. J'achète du matériel, beaucoup en leasing, mais sur des courts termes, tu vois, des trucs comme ça. Et très vite, je me mets en quête. Et c'est ensuite, c'est à ce moment-là aussi,
Ouais, 6 mois avant, on a créé Endo Academy Ok. avec ma conjointe. Et donc, voilà. Et je me dis, maintenant, j'ai un exercice clinique. L'enseignement, je l'ai par Endo Academy. Et j'ai une vision assez claire de là où je veux aller. Il me manquera la recherche. Donc, j'ai continué à faire de la recherche clinique, mais c'est moins. Ça me passionne moins, même si c'est Hmm. intéressant. Et qui est-ce du coup qui a ce que tu as trouvé pour le. Et donc, je fais des formations et je rencontre une fille qui s'appelle Pauline Audou, qui aime bien l'endo, mais pas plus que ça, qui vient faire la formation pour se remettre à jour. Et puis, à l'époque, on lance la formation d'endo. Ensuite, on lance la formation utilisation de microscope opératoire. Et donc, elle nous suit comme Dans ça. Odo Dans Academy. Endo Academy, C'est ouais. ça. Ok. Donc, au début, ça s'appelait le Pack Expert, qui est devenu le cycle endo. Donc là, c'est 6 mois avec du e-learning, des TP. Mhm. Et ensuite, on lance la formation microscope opératoire qu'elle va venir faire. À l'époque, c'était Aix-en-Provence qu'on la faisait. Et donc, voilà. Et un jour, je lui dis, bah, tu sais, et le fait est qu'elle est omnipraticienne à 500 mètres de mon cabinet. Ah oui, ça joue Et aussi. donc, je lui dis, en rigolant, bah, tiens, si tu veux, je cherche un futur associé. Est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, bah, qu'est-ce que je fasse en endo? Et en fait, Mais ça l'intéressait quand même. Si elle ouais, a. pas plus que Pas ça. plus que Alors, ça. ça l'intéressait, elle achète le microscope, elle voit que c'est sympa, etc. C'est une de mes bonnes correspondantes. Et en fait, ce qui va changer la donne, c'est le 1er janvier, je sais plus combien, le RAC 0. Et Ah en oui. fait, elle avait racheté un petit cabinet à Rouen d'une dame qui s'appelait Claire Perret, qui faisait de l'esthétique, tu sais, mais vraiment dans son coin, très propre, superbe, très bonne relation, un très bon réseau de praticiens, de patients, etc. Et là, le RAC 0, elle est jeune, elle vient d'investir, elle se lance, elle fait tout comme il faut, etc. Et le RAC 0, il y a une période de 2 mois où beaucoup de ses devis sont refusés parce que les gens disent bah Hmm. non, c'est gratuit, etc. Et là, elle panique un peu et elle revient me voir, elle me dit écoute, est-ce que je peux essayer Et là, je lui dis écoute, no problème. Tu viens, collaboratrice, une journée par semaine, tu viens voir, etc. Et donc, elle fait de la consulte, elle vient me voir travailler, elle prend des patients, je lui donne des cas simples, même si on n'en a pas beaucoup, etc. Et c'est comme ça que va se créer. Ensuite, donc elle a son cabinet et elle est collaboratrice chez Ah moi. ok. Et on va lancer le truc comme ça. Et 2021, donc moi je décide pour des raisons administratives, d'ailleurs c'est même pas moi qui décide de démissionner, c'est que je peux pas prolonger ma disponibilité. Donc je suis obligé de démissionner pour faire court, c'est ça. Et là je lui dis, écoute Pauline, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la suite parce que moi je veux être libre en fait. Je veux être libre de pouvoir partir à l'étranger si Hmm. je veux. Et Parce que tu avais l'idée de partir ouais, déjà. en fait, ce que je Travailler à supportais. l'étranger ou partir même Non, habiter. partir. Et en Ouais. fait, je me rends compte qu'on avait créé Endo Academy, Ouais. que je vais créer Endo Boutique 8 mois après, qui va me permettre de travailler de n'importe où. Et la seule contrainte que j'ai, c'est une contrainte de temps et géographique qu'il faut que j'aille au cabinet. Ouais, je vois. Et donc, je me dis, bah, ça, je veux bien cette contrainte, une journée par semaine, mais je veux pouvoir être libre les 6 autres jours de la semaine. Hmm. Mais tu vois, en fait, ça, je le matérialise pas, je mets pas de mots là-dessus. C'est que vraiment, j'ai ce fond de se dire, je veux pas être attaché quelque part, je veux Ouais, vraiment je pouvoir vois. bouger. Et donc, on discute de ça, et elle me dit, bah, c'est quoi ta proposition? Et donc, un jour, je me mets à une table, et j'écris ce que nous, on continue à appeler notre synopsis, en disant, bah voilà, si tu veux t'associer avec moi, voilà ce qui va se passer sur les 5 ans. Et je lui écris l'histoire sur les 5 ans. Elle réfléchit pas beaucoup, elle me dit bah ok. Et donc on s'est associés en. C'était quoi par exemple C'était Bah des c'était. exemples un petit peu du contrat de ce que vous vous Alors êtes dit. c'était en fait c'est une espèce de pacte d'associés en se disant moi tu viens au cabinet, je vais travailler 3 jours par semaine, toi tu vas travailler 2 jours. À un moment on va faire 2 jours, 3 jours, on va faire inverser. Et elle n'était pas endodontiste à l'époque, elle savait faire de l'endo. Donc le deal c'est que je lui dis bah tu vas faire le DU puisque, Hmm. que l'on a organisé. Donc tu auras une vraie formation d'endo. Et Et ensuite, voilà, moi, ce qui va se passer, c'est que tu vas me payer tant tous les mois. Tu vas prendre en charge mes cotisations URSSAF et Hmm. tout le bordel, là. Et surtout, je ne veux plus gérer le cabinet Ouais, je parce que vois. j'avais déjà 2 sociétés à gérer. Donc, je dis, voilà, ma rémunération, en fait, quand tu vois le chiffre d'affaires que je fais à C'est toi l'époque et qui tu vois ma repasse collab en rémunération, fait. Sur oui et un non, parce qu'en second fait, on est plan. associé à 80-20 ou 70-30, je sais jamais. Mais en fait, moi, je suis un apporteur d'affaires. Ouais, je vois. Ok. Et en gros, au départ, elle n'aurait pas pu vivre de l'endo. Ouais, ouais. Donc je faisais un chiffre et ma rémunération à l'époque par rapport à mon chiffre, elle était dérisoire.
c'est très simple, hein, je prenais 4 000 € par mois, Ok. fixe, quel que soit mon Ouais, chiffre d'affaires. ouais. Et je la formais à la chirurgie, c'est-à-dire que quand elle avait une chirurgie, je revenais au cabinet, je lui tenais les aspirateurs, jusqu'au jour où je suis pas venu, et je lui dis bonne chirurgie. Ouais, ça s'est passé comme ça. Donc elle, je lui avais dit, voilà, en fait, les courbes vont se croiser. C'est qu'au départ, je vais te coûter peu pour te rapporter beaucoup. À un moment, je vais te coûter ce que je te rapporte. Mais par contre, l'investissement que j'ai fait sur les 2 ans, sur les 2 dernières années, Ouais, je vois. je vais te coûter plus que ce que je te rapporte. Et moi, je vais... Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai toujours le même revenu, mais je travaille une journée par semaine. Ok, je vois. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, de se dire, voilà, quand on a décidé de partir au Portugal avec Camille, je dis, écoute, techniquement, c'est possible. Et on a Parce que toujours tout eu ce temps ce... après d'une journée par semaine, tu l'as investi dans la SFE et dans deux boutiques. Quand tu bossais Dans Endo Academy. Endo Academy. Moi, j'aime beaucoup la SFE, j'y suis, mais je suis pas du tout Ok, investi. ouais, Endo Academy. Moi, Ok. voilà, oui, c'est Endo Academy. Ben, Endo Academy, on forme 600 personnes par an. Ah oui. On a un DU de 2 ans qui délivre un diplôme avec l'Université de Gênes. C'est une formation de 38 jours, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est clair. Et qui est destinée à former des endodontistes. C'est-à-dire que on en prend 25, maximum 30, mais 30 c'est trop. Enfin, on va dire entre 25 et 27 par an. Et on a 2 promos puisque c'est Hmm. 2 ans. Et donc, on a 54 personnes qu'on amène à devenir des endodontistes s'ils le veulent. Voilà. Et on en a quasiment 80% qui deviennent Hmm. endodontistes exclusifs. Avec un diplôme universitaire. D'une université publique et pas privée. Tu vois, Ouais, pour je moi, c'est vois. important. Ouais. Et donc, oui, ça, c'est beaucoup de temps. Et d'organisation. Parce Et que. d'organisation. Après, on a un staff. Hein. Oui, 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 mais On bon. a du Parce staff. que à chaque fois, vous avez, j'ai vu, vous avez une vingtaine de microscopes dans la salle, c'est ça? On a 30 microscopes. Ah ouais, Ouais. 30 Ouais. microscopes. 31 Ah, quand exactement. même. Et ça a été aussi un choix. Donc, moi, j'ai monté Endo Academy avec ma femme, Qui est Camille. dentiste? Pas du tout. Non? À la base, elle est inspectrice du travail. Ok. Et je l'ai rencontrée en lui soignant une molaire à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, elle gère vraiment, c'est celle qui fait tourner la Ok. société. Moi, je fais le contenu, je crée le contenu. Et de plus en plus, et une fois que le contenu tourne, en fait, on met une personne de notre équipe, par exemple Brice Rira, qui devient responsable du cycle endo Ouais, je vois. ou de la formation microscope Ok. opératoire. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon job, c'est de créer le contenu, vraiment, et une fois que ça marche, je le délègue. Ok, Et ouais, après, je vois. je supervise, et voilà. Et par contre, c'est moi qui gère complètement le DU. Alors, c'est pas moi qui fais les cours, j'en fais les 15% peut-être, mais au DU, je crois qu'on a 36 ou 37 intervenants sur les 2 années, ça va de tout, hein. Il y a de la résorption, l'ergonomie, la Hmm. mécanique, enfin, les instruments, C'est toi etc. qui le cadre le DU par contre. Ouais, c'est moi qui le Ok. cadre et qui en suis responsable vis-à-vis de l'université de Gênes. Ok. Parce que Gênes me demande des comptes quand même. Ah oui, ok. Et Camille, elle gère tout le reste, l'administratif, la compta, les agréments, le DPC, le Calliope, tout le bordel. Et voilà, et moi sans elle, c'est impossible. Et je pense que elle sans moi, c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est compliqué. Elle pourrait trouver d'autres enseignants, mais voilà, des gens qui mettent autant d'énergie dans une structure, ça serait Ouais, c'est sûr. compliqué à trouver, quoi. Et par-dessus ça, tu t'es dit, je rajoute en deux boutiques pour. Parce Ouais, alors qu'il juste il manquait. sur Endo Academy, en fait, un jour, tu vois, moi je fais de la formation depuis 2000. 2000, la première conférence que j'ai fait, c'est à l'ADF 2000 avec Isabelle Baril-Cochet sur l'hydroxyocalcium, si je m'en souviens encore. Et j'ai toujours fait de la formation. Et à l'époque, la formation est très câblée, très associée à des partenaires. Hmm. Et ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu fais un TP d'endo, tu invites à l'époque Microméga, Dentsply, etc. Et puis, quand on a créé Endo Academy, on a créé ce modèle-là. Et un jour, j'ai fait une formation à Reims. C'était juste après le confinement. Toi, les gens étaient un peu excités, etc. Et il y avait 5 partenaires qui étaient là. Mais comme d'habitude. Et là, il y a une dame qui, à un moment, se met à gueuler en disant, écoutez, moi, je suis là pour me former. Je ne suis pas là pour me vendre du matériel. Et là, moi, ça fait tilt. J'ai dit, on est en train de vendre de la formation. Et on a ces partenaires qui sont très Ouais, pressants. ouais. Alors, il y en a qui le font mieux que d'autres. Hein. C'est vrai que les mecs, les commerciaux de chez Dentsply, tu les vois pas. Ouais. T'as d'autres commerciaux, tu les vois un peu plus. Et c'est un peu. Moi, de Un temps en peu temps, je les agaçant. recadrais en disant, écoute, tu vas sur derrière ta table. Ouais, je vois. Voilà. Moi, je me souviens d'un mec d'une société qui vend des instruments d'endo. J'ai failli le sortir en lui disant, écoute, il me dit, ouais, ils m'ont payé une table. Je dis, écoute, la prochaine fois, tu ne paieras pas la table. Ce sera plus simple. Et à ce moment-là, je rentre de Reims.
La société, on n'est pas rentable à l'époque, parce qu'on fait beaucoup d'investissements. On a notre salle de TP qui nous a coûté pas loin de 120 000 euros. Toi, beaucoup de Tous les matériel, des microscopes, vous les photos. avez achetés ou vous les louez? À l'époque, on n'avait pas encore les microscopes. Non, je les ai achetés après. Ah ouais. J'ai acheté Donc en fait, 30 t'as microscopes. Ouais. toute la salle, plus C'est tous les toute la salle. microscopes. Nous, en fait, quand on organise une formation, c'est 2 camions de 20 mètres cubes qui se déplacent. Ah ouais. C'est énorme. Et qui font Rouen-Paris, on installe, etc. Et donc, à l'issue de ça, je me souviens, je rentre de Reims et je me dis, putain, là, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on soit complètement disruptif. Et là, je décide, je rentre et je dis à Camille, écoute, on va acheter 30 moteurs, 30 générateurs d'ultrasons, 30 systèmes d'obturation, les microscopes, etc. Et donc, elle me dit, mais t'es complètement fou. Et là, vraiment, on a à 2 doigts de la rupture de la société. C'est-à-dire que moi, j'ai un modèle que vraiment je veux mettre en place parce que je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire, de ne plus être associé à de l'industrie. Et elle me dit, mais écoute, avec les chiffres, elle me dit, on est à moins tant cette année, on ne peut pas réinvestir. T'imagines ce que ça représente, Ouais, 30 microscopes, etc. Et bon, finalement, j'arrive à être convaincant. On lance une deuxième salle de TP, parce qu'en fait, notre salle de TP, elle était limitée à 16. Et en fait, je fais un calcul assez rapide, je me dis, voilà, quand tu fais une formation à 16, bah, tu as la salle, tu as le conférencier, tu as le déplacement du matériel, etc. Et on est limité à 16. Donc en fait, on équilibrait les frais à 14, voire 15. Et en fait, on avait ce qu'on appelle le gras en business, c'est une personne ou 2. Et là, tu te dis, on ne peut pas venir comme ça, parce que tu en as 2 qui t'annulent, c'est un truc. Et donc, je lui dis, écoute, si on double la capacité de la salle, on a toujours un conférencier, on a toujours... Et surtout, par contre, tu n'es plus du tout dans le... Je vois. Et donc là, maintenant, on a 8 meubles à 4 places, donc on peut monter à 32. En général, on s'arrête à 28 et on est rentable à 20. Ouais. Tu vois, et en fait, le delta, et c'est ça qui va faire que la société va survivre. En fait. Et par contre, c'est une grosse prise de risque. Grosse prise de risque parce que les frais, quand tu as les 30 microscopes qui arrivent, ça fait bizarre quand même. Ouais, c'est clair. Quand tu installes la salle de TP, tu vérifies bien que la porte, elle est fermée. Elle est fermée. Après, et donc, c'est les seuls rapports qu'on a avec l'industrie actuellement, avec les partenaires, c'est avec CJ Optique et Audentique. Parce qu'ils ont fait un très très gros effort pour nous vendre les microscopes. Inversement, eux, ils ont compris que c'était quand même aussi assez confortable d'arriver dans une salle où ils ont pu installer les microscopes, mais c'est nous qui les installons. Et à un moment, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, parce que nous, on vend une formation, le DU, c'est une formation qui aujourd'hui vaut 38 000 ou 39 000 euros. On garantit un générateur par personne, un moteur par personne, un microscope par personne. Moi, demain, vous me dites, ah ben non, finalement, on ne peut pas te donner 10 microscopes, on peut t'en donner que 8. Moi, je ne réponds plus à la demande de mes clients. Ouais, c'est clair. Donc, maintenant, je ne veux pas prendre ce risque. Maintenant, si vous ne voulez pas me suivre, vous ne me suivez pas. Je vais trouver des microscopes. Moi, je n'avais pas besoin de microscopes sophistiqués. Ouais, c'est sûr. Eux, ils ont très bien vite compris que c'est comme ça que ça fallait. Et donc, et la deuxième chose, donc, pourquoi en 2 boutiques? Parce que donc en 2018, en 2020, comme je fais plus de recherche, j'ai l'impression de tourner un peu en rond. On sort du confinement et on sent que la société est en train de prendre du chemin. Et on va discuter avec des banques, des trucs. Et là, les mecs, ils me sortent des mots, EBITDA, EBE. Peut-être fait semblant de dire, ouais, pour faire les mecs qui connaissent. Mais... Et là, à un repas, je me souviens avec Camille, on discute et on se rend compte que on va pas pouvoir continuer comme ça, qu'à un moment, on va se faire bouffer par le système, quoi. Donc, on décide il faut qu'il y en ait un des deux qui aille faire une formation de business pour comprendre au moins ce vocabulaire. Et donc, bon, comme Camille voulait un deuxième enfant à ce moment-là, elle me dit, bah, t'as qu'à y aller toi, et puis on verra. Donc, c'est comme ça que j'intègre l'EM Lyon, le master, le DUEA, de diriger une activité DUA. Et en fait, qui est un master, un MBA, mais je ne vais pas faire la partie internationale. Donc, en fait, sur le papier, je n'ai pas de MBA, mais j'ai fait la formation du MBA qui s'appelle le DUA. Et si tu fais la formation internationale, tu as le MBA. Voilà. Et c'est là que je me lance là-dedans. Donc, je viens à Lyon toutes les 3 semaines. Et là, je découvre un autre monde, quoi, en fait. Et je me passionne de ça. Ouais. Ah oui. Parce que je me rends compte qu'il y a une vie à côté des dents. Qu'il y a une société... Voilà, il y a des mecs qui font des cours de stratégie, il y a des mecs... Alors, la finance m'emmerde, mais... Pour toi, ce sera important pour un entrepreneur de faire une formation de business, quoi. Ouais. Même limite à un dentiste qui ouvre un cabinet. Oui, après, tu n'auras pas les mêmes demandes, si tu veux. Non, tu n'as pas les mêmes demandes, mais bon. Aujourd'hui, moi, si tu veux, je suis assez transparent sur les chiffres.
Jolsi, donc Endo Academy, c'est un chiffre d'affaires d'1,5 million. C'est 49 jours de formation en présentiel. Ouais. Toi, il y a un moment où tu n'es plus là. Non, c'est clair. Et encore, on a beaucoup de choses qui sont encore très artisanales, notamment la préparation des boîtes de TP, etc. Mais tu peux pas continuer à jouer dans la cour des petits. Enfin, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais les risques sont impressionnants. Ouais. Et on est sur une compta de société, c'est-à-dire que on ne parle plus de résultats, mais on parle d'EBITDA ou de BE. Tu vas voir les banques, tu vois qu'ils analysent le truc. Tu as de l'argent sur ton compte, mais tu es déficitaire, tu comprends pas pourquoi. On te dit tu as moins 40 000, mais tu as plus 100 000 sur le compte, tu dis mais ça va pas. Enfin voilà. Donc ça c'est une culture. Tu avais des salariés aussi à ce moment-là. On avait des salariés. Ouais. Ça, à la limite, j'en ai toujours au cabinet, donc c'était Oui, pas c'est vraiment vrai, le mais bon. problème. Mais c'est qu'en fait, il faut apprendre à raisonner différemment. Et donc, je vais à l'EM Lyon, et donc, tu as des exercices, en fait. Tu as des exercices à faire, des dossiers à rendre, etc. Et un jour, je fais 2 dossiers. Un sur la création d'une école d'assistante dentaire basée sur le e-learning, enfin le blended learning, comme on fait nos formations, en disant bah, pourquoi pas, finalement, les assistants, plutôt que de les déplacer, on leur fait Ouais, du c'est learning. clair. Enfin bon. Et puis ça va avorter dans l'œuf parce que les syndicats, c'est eux qui décident en fait qui va être agréé. Et puis la deuxième dossier que je fais, c'est la création d'un e-commerce. Donc à l'époque, j'écoute déjà beaucoup de podcasts, Ouais. Génération Do It Yourself, Le Panier de Laurent Kretz, etc. Et je me rends compte il y a un truc, en fait, dans le domaine de la distribution des produits, il y a des VPCistes. Il y a des commerciaux sur la route, comme, je sais pas moi, Comet, Exotech, etc. Tu as les VPCistes, GACD, Promo Dentaire, Henry Schein, mais tu n'as pas de e-commerce. Et souvent, les gens me disent que c'est la même chose. Non, en fait, le e-commerce, c'est vraiment une distribution comme la VPC, mais c'est surtout le modèle n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de commerciaux, enfin non, on Ouais. a une commerciale en France, mais le e-commerce, c'est comment tu fais rentrer les gens pour arriver sur ton site internet. GACD, la seule chose qu'ils vont faire, et ils le font très bien, c'est de la promo du prix. Bon, bah, cette semaine, Sirona, la lampe à photopolymériser, elle est à 150 € au lieu de 450. Et donc, ils vont taper avec de l'email. Toi, tu vas aller sur le site, puis tu dis, ah bah tiens, en fait, il faut décomposer. Et c'est comme ça, en fait, ils t'amènent sur leur site. Mais Ouais, ce je n'est pas vois. du e-commerce. Ouais. Ce n'est pas une stratégie de e-commerce. Il n'y a pas de fidélisation à part, genre, si tu restes chez nous, on te fait 20% toute l'année. Ouais. Ils n'en ont rien à foutre de toi. Ce qu'ils veulent et ce qui s'intéresse, c'est ton portefeuille. Et c'est leur modèle économique et Ouais. c'est leur business. Ils ont tous leur low cost. C'est pas un secret de dire que Mega Dental, c'est Henry Schein. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi les gens continuent à acheter chez Henry Schein. Tu as les mêmes produits avec les mêmes références que Mega Dental. C'est Et, la prestance, je pense. ouais, mais c'est le même Je veux produit. dire, C'est-à-dire que ton ouais, mais composite, tu vois, c'est assez étonnant. c'est comme Et des marques de. J'avais entendu ça, des marques de gel douche qui, en fait, produisent dans les mêmes usines que bien les sûr, sous-marques. Donc, en ouais. fait, c'est Bah, pareil. les cornflakes, c'est les mêmes. Ouais, voilà. C'est à la fin, tu as les cornflakes. À droite, ça va. Oh là. À droite, ça va dans la boîte Kellogg's et à gauche, ça va dans la boîte Carrefour. Donc, Ouais, c'est clair. c'est la même chose. Le packaging, enfin, ils font exprès que le packaging soit moins pour C'est faire croire que c'est ça. un low cost, etc. Mais là, Henry Schein, c'est même pas ça. Bon, ils ont leurs produits, mais comme Dr. Strong et le VPC et le low cost d'un autre, si tu veux. Mais, et puis, alors, vraiment, c'est un mystère. Non, c'est pas nous. C'est très bien. Tu C'est regardes clair. les références et C'est les mêmes. voilà, prends les Dr. Strong et GACD, tu vas voir, c'est assez drôle. Bon, voilà. Et donc, et nous, on a bien compris que si on va à la course au prix, on est mort. Et donc, je me dis, il y a peut-être un truc à faire, mais sur une niche. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas avoir 10 000 références. Enfin, Ouais, c'est clair. je sais plus combien GACD, je crois que c'est 7 000 références. C'est énorme hein, en termes de logistique, en termes de tout ça, etc. Et donc, je fais un devoir là-dessus et je me dis, tiens, ça serait bien d'avoir un e-commerce dédié à l'endo. Il y avait un mec qui faisait ça, mais pas en e-commerce, mais ça s'appelait QED, Quality Endodontic Distribution, à Londres. Et le mec, en fait, les endos, c'était leur référence. Et je me dis, bah tiens, il n'y a pas ça en Europe. Pourquoi pas le lancer? Et donc, je crée le truc, je fais mon exercice. Et à la fin, je me rends compte que bah, soit tu as 500 000 € à mettre sur la table pour lancer la machine, soit il faut commencer par un produit de niche ou un lancement ou un truc comme ça. Bon. Donc, je laisse tomber. Les chiffres sont pas dedans. Et en fin 2021, j'ai un copain qui s'appelle Armand Gazi qui m'appelle et qui me dit Stéphane, est-ce que tu sais que José Aranguren, qui était un gros KOL de chez Dentsply, vraiment très très gros, lui il faisait tous les cours en Amérique du Sud, et il me dit bah, tu sais, ils ont lancé leur marque qui s'appelle Zark. Et je lui dis bah non, je savais pas. Il me dit voilà, ils voudraient mettre ces instruments
dans tes TP, est-ce que tu es d'accord? Je dis, déjà, envoie-moi les instruments, on va les tester, etc. Donc je les donne à 4 copains, on les teste, on me dit, ouais, c'est assez étonnant. À l'époque, il n'y a que le Blue Shaper, mais ils m'annoncent la sortie de la réciprocité avec l'Excalibur, le Steve Shaper, etc. Donc je les teste et je dis, écoute, oui, on peut les mettre au TP, pourquoi pas. Par contre, il n'y a pas de partenariat. Et nous, on achète les instruments. Et par contre, ce que je veux m'assurer, c'est qu'ils soient accessibles facilement en France. Et donc, j'ai dit, quel est le distributeur en France? Et là, il me dit, c'est telle société. Et je lui dis, non. Alors ça, je sais pertinemment qu'eux, ils ont un catalogue. Il y a trop de trucs, mais à la moitié, ça ne va pas. Et l'endo, c'est très spécifique. Il faut le 21, 25, 31 mm. Il faut toutes les références. Donc, très vite, en fait, tu arrives à 300 références. Et puis surtout, il faut que tu aies un mec au téléphone. Quand tu lui dis, je voudrais du 20 centièmes en 21 mm, qui disent pas de quoi vous me parlez, donnez-moi le SKU, quoi. Et donc, là, je dis, non, je ne le lance pas parce que nous, on a une responsabilité vis-à-vis de nos clients. C'est que si derrière, ça ne fonctionne pas, ça va nous retomber sur la gueule. Bon. Et donc, il me dit, je lui dis, cherchez un autre distributeur. Et puis il cherche. Moi, je cherche pour eux. Personne, ça n'intéresse personne. Et là, je me souviens, c'était à Noël 2021. Je ressors, je lui dis, attends, finalement, si moi, je le mettais dans mes cases, ce truc-là, tu vois. Et donc, je commence à négocier. Et c'est là où le M Lyon m'a servi beaucoup, c'est-à-dire en termes d'achat, en termes de vente, etc. J'écoute des podcasts toute la journée sur Shopify. Et à un moment, je me dis, je commence à remplir mes cases. Et là, j'arrive à 0. Donc, je me dis, c'est pas rentable, mais ça peut le devenir. Mais surtout, je prends aucun risque. Je mets simplement 10 000 balles dans la boîte et ça fonctionne comme ça. Et c'est comme ça qu'est né Endo Boutique par le lancement de Zark. Voilà. Donc à l'époque, on fait que les produits Zark, c'est que le Blue Shaper, il y a des Koneguta. Eux, ils sont lancés La boîte a commencé à vendre en 2021. Enfin, nous, on lance en 2022. Et ensuite, je vais aller chercher des produits que moi, je me procure à l'étranger, comme le Dual Rinse. Alors, ça va pas te parler, mais Dual Rinse, c'est un chélatan que tu mets dans l'hypochlorite. C'est un truc un peu sophistiqué. Si, ça parle quand même. Ouais. Voilà, ça te parle. Le Risk Control, pas le Risk Control, les Stropco, des trucs que je vais chercher aux États-Unis, c'est l'enfer, ça passe la douane. Et donc, je démarche un peu ces fabricants qui me disent ouais, pourquoi pas, etc. Donc, le Dual Rinse, pour donner un ordre d'idée, ils vendaient, en 2022, quand je lance Endo Boutique, ils vendent 50 boîtes de 100, enfin 50 boîtes à l'année. Aujourd'hui, on en vend 70 par mois. Ah oui. Tu vois, et donc, en fait, je me rends compte très vite que quand tu communiques intelligemment, on a les cours, on a les conférenciers, j'ai des référents, je leur dis voilà, qui sont contents et qui disent maintenant, si vous voulez l'acheter, vous n'êtes plus obligé de l'acheter en Autriche avec 45 € de frais de port, il faut l'acheter chez Endo Boutique, etc. Et donc, on lance Zark, on lance Dual Rinse, on lance, là, on vient de lancer le SAF. En fait, tout ce que tu utilisais, que tu as importé, en gros, tu as tout mis sur une plateforme pour que ce soit facile. Ouais, et là, tu commences à gérer les problèmes de douane, les problèmes de logistique, les problèmes de trucs, de machin. Et c'est assez marrant parce qu'à l'ESE, je rencontre... donc Zark me fait rencontrer un Suédois. Et le mec dit, moi, je veux faire comme toi. Je dis, oui, il n'y a aucun souci, je l'ai fait, tu peux le faire. Hein. Et je lui dis, tu veux travailler au cabinet? Il me dit, oui, 5 jours par semaine. Je dis, t'oublies, en fait, parce que ça, c'est du temps plein. Donc, ton cabinet, tu peux le faire 2 jours. Donc, nous, on lançait Endo Academy, Endo Boutique. Et tu vois, c'est... Et Endo Boutique, en fait, c'est les majeurs problèmes, sont les problèmes de stock. Ouais. Donc, c'est de l'argent. Et l'argent, un stock, nous, c'est 300 000 €. Ah ouais. Donc, là, j'ai 300 000 € qui dorment dans un hangar. Et tu vois, c'est la gestion des ruptures de stock, c'est la gestion de la logistique qui ne va pas. Voilà. Ouais, et donc, à l'époque, je suis tout seul. Et puis, petit à petit, je vais embaucher... donc là, tu diminues beaucoup le cabinet, c'est là où tu bosses 1 jour par semaine. Maintenant, je travaille plus qu'1 jour par semaine. Et puis j'ai embauché des gens, donc j'ai une fille qui s'appelle Clémence, qui est business developer, qui est une jeune sortie de l'école, qui a la naïveté la naïveté de la fille qui n'a jamais travaillé, enfin qui n'a pas eu d'emploi avant, donc qui n'est pas polluée. Donc moi je suis vraiment dans la définition de la stratégie, qu'est-ce qu'on fait, et à part les grosses décisions de stratégie que moi j'amène et je leur dis j'aimerais bien que vous travailliez là-dessus, tout le reste c'est collégial. Là, par exemple, on lance un produit qui s'appelle Endo Kit. C'est un kit avec différents produits pour que les gens puissent le tester. C'était moi qui étais à l'origine de l'idée. Et là, et donc, il y a des discussions, elles arbitrent. Elles ne suivent pas forcément mes recommandations, mais je l'accepte. J'accepte bien. Endo Boutique et Endo Académique, c'est deux structures complètement différentes. Sociétés différentes. Différentes. Il n'y a même pas de holding au-dessus. C'est vraiment... Il n'y a aucun... À part moi, non. À part même, toi, tu vois, Camille est actionnaire de
boutique, mais elle n'est pas du tout. Ouais, j'ai rien non. dedans, quoi. Non, rien du tout. Et Ok. après, on a essuyé des gros soucis l'année dernière. L'année dernière, c'était compliqué parce qu'on avait une augmentation du chiffre d'affaires. En fait, tu te rends compte que t'as le chiffre d'affaires, c'est une chose, t'as le résultat. Et ça, je l'ai compris l'année dernière. L'année dernière, on était visible de partout, on a des nouveaux clients toutes les semaines, etc. Mais en fait, on n'était pas rentable parce que la croissance fait que tu as de plus en plus de stock. Donc, à un moment, tu dois aussi prendre des décisions stratégiques en disant bah, on arrête la croissance, mais on se stabilise au niveau du stock et ensuite on repartira. Voilà. Et puis là, maintenant, il y a donc là, cette année, on est revenu à plus que l'équilibre. On est en bonne santé cette année. L'année dernière, c'est un peu plus compliqué. Et puis là, tu as aussi les investisseurs en fait, qui se disent bon, le mec, il a lancé le truc, on va venir Petite le chercher démarche, tant qu'il ne vaut pas trop d'argent. ouais. Ouais. Donc là, ça aussi, ce truc, c'est Pour se faire racheter des parts ou voilà, racheter faire ce tout. qu'on appelle des OBO, Ouais, c'est ça. des private equity ou des choses comme ça. Et c'est une vraie question. Ouais, là, on a 3 mecs qui tapent à la porte. Bah, quand tu arrives à ce moment-là où on vient de taper à la porte, enfin, tu dois être content, du coup. Tu dois te dire, En là, fait, je t'es commence jamais à... content. En fait, t'es jamais content parce que c'est Ça te ce que fait une t'espères au petite départ. victoire, tu vois, quand même. Ouais, mais c'est ce que t'espères au départ. Et puis quand ça arrive, tu te dis, putain, en fait, toi, il y en a un qui tape beaucoup, beaucoup à la porte là. Je pense à lui, il parle pas français, donc il a pas compris ce que je dis. Et oui, je commence à m'y intéresser, mais pas forcément en me disant, bah, ok, je me débarrasse du truc, mais parce que je sais que si j'avais du cash qui rentrait dedans, on aurait une deuxième accélération. Ouais, je Et là, vois. en fait, on s'accélère. Là, on fait 90% de nos ventes en France Ok. et 10% à l'étranger. Et moi, mon objectif, c'est fin 2027 être quasiment à 60-40. 60% en Ah France, ouais. 40% à l'étranger. Ouais. Étranger hors Europe. Europe? Europe. Europe, ok. Ouais. Parce qu'après, tu as aussi des fournisseurs où tu as des exclusivités. Ouais, Donc moi, j'ai l'exclusivité de Zark en France pendant 5 ans, mais il y en a un autre qui a l'exclusivité en Belgique. Donc je ne peux pas ouais. envoyer en Donc tu peux Belgique, pas, par ouais. exemple. Je ne peux pas Hmm. envoyer en Espagne. Par contre, eux, ce qu'ils voient, et c'est là où on est en train de développer ce modèle à l'étranger, c'est que eux, avoir un dealer, ce qu'on appelle un dealer, un revendeur dans chaque pays, c'est vraiment compliqué parce que c'est du stock, c'est des trucs. Bah ouais. Donc en fait, nous, qu'on envoie à Paris, à Toulouse, ou à Rotterdam, ou à Munich, c'est simplement un changement Ouais, d'adresse. ouais. On prend 2 euros de plus à la livraison, c'est pas du tout, mais ça nous oblige à avoir un site internet en multilangue, mais c'est tout. Et donc en fait, là, on est en train de développer notamment avec la Suède. Donc ce mec est venu me voir en me disant je veux faire comme toi. Et donc je lui dis bah écoute, oui, tu peux le faire et je peux t'aider, mais je te donnerai pas tout non plus, hein, Ouais, parce ouais. qu'il y a un ticket d'entrée, ce qu'on appelle le ticket d'entrée dans le business, c'est bah, moi je sais par quoi je suis passé et je sais par quoi tu vas passer. Si tu es prêt à le faire, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment tu vas patauger aussi. Et inversement, Zark est pas très chaud pour ce genre de choses parce qu'ils se disent si le mec se plante, il plante la marque avec eux, Ouais. avec lui, tu vois. Et donc ils sont venus me voir en me disant bah, est-ce qu'on pourrait pas trouver un deal où toi tu assures toute la logistique et lui en fait on le met en KOL et bah, les mecs achètent et il fait la pub pour Ando Boutique. Hmm. Donc en fait on est en train de développer ça sur quelques pays où on a un conférencier qui va aller faire ses cours dans son pays et ensuite pour les achats il renvoie sur Ando Boutique Sur et nos nous on renvoie boutiques, ouais. là-bas. Et Ouais. puis nous après on lui Ouais, fait ce je qu'on vois. appelle un return. Mais voilà. Donc en fait tout ça c'est des... et on travaille les produits, si tu veux. Enfin, quand on dit on travaille les produits, on n'est pas des bouchers en train de travailler la viande, mais on travaille les produits, c'est-à-dire qu'on en parle, on fait de la communication. Hmm. Toi, Zark, tu verras régulièrement. Tout ce qui est communication Zark en France, c'est nous. Ok. Tu vois, ce qui n'est pas un modèle normal. Normalement, c'est à Zark de faire la com et nous à en vendre. C'est ce qui se passe. GACD, ils ont... Le seul moment où ils vont faire de la communication sur un produit, c'est parce qu'ils ont dealé, ils ont acheté une palette de lampes Ouais, je vois. polymériser, par exemple. Ok. On a eu par exemple, les gens connaissent la marque Woodpecker. Woodpecker, c'est de bons produits, mais c'est que un problème de pognon. C'est que un problème de pognon. C'est-à-dire que celui qui va faire une offre, ça veut dire que bah, l'importateur, il a acheté 2 palettes de moteurs, il a négocié le prix, parce que le Chinois, lui, il veut vider son stock, donc il a pété le prix, et il va voir GACD, il dit, bon, bah, ou Shine, ou je sais pas quoi, il veut dire, bon, bah, l'e-moteur, normalement, je te le vends, je sais pas moi, 700 euros hors taxe, ou 650 euros hors taxe. Si tu m'en prends 100, je te les vends 400 euros hors taxe. Ouais. Et donc lui, il va en acheter 400, donc il va péter son prix. Et toi, moi, j'en achète 10 de temps en temps. Bah, je me retrouvais pendant un moment à l'ADF où le moteur de Woodpecker, il le vendait moins cher aux clients que ce que moi, je l'achetais chez mon fournisseur. Ouais, je vois. Tu vois, donc je dis, bon, même si le moteur, je m'en fous, c'est pas ça qui me fait vivre, mais voilà. Et donc, pour éviter ça, en fait, il faut aller chercher des exclusivités. Ouais, je vois, ok. Voilà.
Et ça, c'est vraiment du business, ouais. Ouais, bah, c'est clair. Et Donc tu là, le rentres... M Lyon, ça t'a vraiment servi Ouais, pour ouais. ces deux structures au final. Au départ, beaucoup pour Endo Academy, ça nous a appris à structurer. Ouais, Et ensuite, on va passer sur une autre formation, mais qui n'est pas du tout académique, qui est le troisième de Max Piccinini, où, euh, où là, lui, m'a vraiment appris à me comporter en tant que, pas businessman, mais en tant que chef d'entreprise, ouais, je en vois, fait. ok. Il m'a dit, un jour, il me coach en direct devant tout le monde, et il me dit, il me demande mes chiffres, donc moi je donne mes chiffres, et il y avait Camille qui disait, il me dit, non, non, c'est pas les chiffres, il dit, ça, c'est les chiffres qui pensent. Enfin, tu vois, dans ma tête, je t'aurais dit, mais vraiment, j'en étais persuadé qu'on faisait 800 000 euros, et Camille me dit, non, non, on fait 650. Tu vois, en fait, parce que tu veux te donner bonne conscience, tu veux que ça avance, Ouais, etc. Donc, en fait, tu modifies la réalité. Et Camille, qui est beaucoup plus pragmatique, il me dit non, non, mais mec, il rêve, c'est pas ça du tout. Et donc, l'autre me le met quand même, il pique un peu, et me dit ouais, bon. Et il me dit en fait, toi, t'es un artiste. T'es pas un chef d'entreprise, donc arrête, t'es un artiste, etc. Et ça m'a piqué un peu, il avait raison. Et là, vraiment, il va y avoir une. Et c'est là où on passe la formation Advanced Class qui était non diplômante. Je réactive un contact en disant OK pour le DU. Et là, on va passer, ouais, on est passé en mode, ok, on est passé dans un autre mode. Allez, on va dire en 18 mois, la société est devenue rentable, et ok. bien rentable, Dû à ça, du coup. uniquement à ça. Et t'as le temps de gérer, donc te former, gérer le cabinet. Mm. Et Alors, le cabinet, je ne le gère plus, hein. C'est mon associé ouais, qui bah, gère. t'y es quand même un jour Moi, par j'y semaine ai encore. une journée et demie, ouais. Ouais. Te former, bah, gérer du coup en dos boutique. Mm. Comment tu gères tout ça en fait? Bah, souvent, on me dit, mais comment tu fais? Alors, je vais te dire, j'en sais rien. Ce qui se passe, c'est que tout tourne autour de l'endo. Donc, si tu veux, en fait, quand j'ai une idée, par exemple, quand j'ai lancé les réponses d'experts ou les podcasts, etc., d'Endo Academy, c'est pourquoi je le fais. Et en fait, au départ, si c'est uniquement pour faire du business, je vais pas le faire. C'est assez Ouais, bizarre, hein, mon ouais. comportement. Je dis, par contre, si ça, je le fais, ça peut faire du business, ok, mais qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Et je me dis, bah, ça peut servir aux dentistes. Et en fait, il y a vraiment j'ai une conviction, c'est que tout ce que je fais autour de l'endo, c'est qu'à un moment donné, ça va servir à quelqu'un. Hmm, Dans sa formation, dans sa progression, dans son esprit critique, etc. Et si je peux faire du business avec, ça sera avec plaisir. Mais je ne ferai jamais rien qui est purement fait pour faire du business. ouais, je vois, ok. Donc maintenant, si tu veux, pour répondre à ta question, que je fasse une réponse d'expert sur l'inflammation pulpaire ou sur ceci ou sur cela, si ça a un intérêt, eh ben, je vais pouvoir le relayer entre Endoboutique. Donc, par exemple, tu vas voir sur les outils diagnostiques sur Endoboutique, ça va renvoyer vers la réponse d'expert Hmm, de dire, bah, le docteur Simon en parle ce jour-là, sur cet examen-là, etc. Et donc, en fait, c'est un espèce de mélo où... alors, moi, je ne gère pas du tout les équipes de Jolsi. Ça, c'est Camille qui le fait. On a une Ça, manager, c'est ouais, une community c'est manager ma femme. ouais. Non, alors, ma femme qui gère la manager, et la Ok. manager qui va gérer celle qui fait les inscriptions, celle qui organise les formations, Ouais, celle qui fait. d'accord, ok. Voilà. Donc là, on est très pyramidal. Moi, je suis vraiment très stratégique sur la stratégie et sur la création de contenu. Tout le contenu, on en parlait un petit peu en off, il y a personne. Mon contenu, c'est pas de ChatGPT, quoi. C'est Ouais, vraiment quelque chose ouais. qui vient de ma tête. Te dire que j'utilise pas du tout l'IA, c'est pas vrai, mais j'utilise pas comme tout le monde. Je cherche pas d'inspiration sur l'IA. Pourquoi? Bah parce que si l'IA cherche à m'inspirer, c'est qu'il va en inspirer d'autres. Hmm, Et que globalement, il faut. Je pense que la nature humaine, la création humaine, l'IA va m'aider à mieux produire, mais pas forcément à plus produire. Voilà, c'est ouais, ça. je vois. Donc, moi, ma tête est en ébullition. J'ai une passion pour tout ce que je fais, vraiment. Même s'il y a des fois, c'est dur. Surtout au moment des bilans, parce que tu dis, on a fait tout ça pour ça, en fait. Ouais, Voilà. Mais voilà, j'ai 6 enfants aussi. Donc, 3 avec Camille. J'ai une petite qui sort d'un gros cancer du rein. Donc, ça nous a bien occupé quand même. On a un départ au Portugal dans 10 jours, on ouais. enregistre. Mais toi, tout ça est une histoire, en fait. Donc, Et tout ça, tu arrives à déléguer beaucoup. Enfin, pour toi, ouais. qu'est-ce qui fait que tu, ouais, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à tout mener de front et En fait, notamment ta vie de la famille et tout seule ça. frustration, c'est jamais mené de façon excellente comme j'aimerais que ce soit le soit. Mais toi, par exemple, ça c'est Brice Riera, un de mes copains, un ancien étudiant, qui est devenu un ami et qui m'a fait rencontrer Maëlys. Et Maëlys s'occupe de toute ma vie matérielle.
Ouais, ok. Mes déplacements, voilà, je lui dis, ben voilà, je vais faire un cours à Perpignan, tel jour à telle heure. C'est elle qui va gérer les relations, où est-ce qu'il dort, quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il repart. Ouais. Et moi, j'arrive, voilà. Ça me coûte un peu de sous, mais putain, c'est le meilleur investissement de ma Ouais, vie. je vois. Tu Donc vois, là, pour par toi, exemple, déléguer quelqu'un, par exemple un entrepreneur un peu comme moi ou quelqu'un d'autre qui t'écouterait, ce serait de déléguer quand même un max pour ouais, pouvoir, toi, ouais. les choses que personne peut te remplacer, ben, tes idées, tes Mm, créations, que tu te concentres à 100% là-dessus, quoi. ouais. Et puis le cabinet aussi, on peut Il y a pas te des choses que remplacer, j'ai, mais... des choses que j'ai du mal à déléguer et qui sont tout à fait délégables. La difficulté que j'ai dans la délégation, c'est le temps que ça va me prendre d'expliquer aux gens ce Ouais, qu'ils je doivent vois. faire. Hmm. Et ça m'emmerde en me disant, putain, j'ai plus vite fait de le faire moi-même. Mais par Ouais. contre, une fois que je l'ai délégué et que j'ai réussi à expliquer, tu te dis, oh, putain, c'est un kiff quand même. Tu vois, par exemple, je réserve plus du tout un billet d'avion. Ouais. Mais tu vois, les billets d'avion, les déplacements, le train, les machins, ça représente minimum une fois par mois, voire 2 ou 3. Ouais, je vois. Tu vois, et moi, mon agenda, donc j'ai une réunion. Mon pire moment de la semaine, c'est quand j'ai un rendez-vous avec Maëlys, que j'adore, et on fait mon agenda. Et là, en fait, pouah, ça me terrorise. Elle gère mon agenda, elle me dit, mais vous pouvez pas être là. Ouais, 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 putain. En fait, tu le sais, tu vas pas pouvoir être à 2 endroits en même temps, mais tu sais pas quoi faire. Donc, en fait, tu merdes. Et Ouais. c'est elle qui va me dire, bah non, cette réunion, on va la déplacer là, la déplacer là. Donc, pareil, Maëlys, je sais même pas où elle est. Je crois qu'elle est du côté d'Aix-en-Provence aussi, tu vois, mais, Elle donc te gère à ça, distance, du coup, tout ça. comment? Ou vous gérez à distance. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est Brice, tu vois, par exemple, Brice, il me disait, il l'utilise beaucoup également, et lui, ça va même plus loin. Un jour, c'était l'anniversaire de sa mère, il était je sais plus où, il a dit, écoute, Maëlys, voilà, il me faut un bouquet de fleurs, ma mère adore ces fleurs-là, voilà un message, voilà. Ouais, je vois. Maintenant, C'est quoi, on appelle ça comment c'est quoi son boulot? C'est une manager de... comment ça s'appelle? Euh, Une une assistante personne, une de... assistante personnelle. Assistante personnelle, ok. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le plus gros des luxes. Ouais, C'est le plus gros des luxes parce que je m'occupe pas de réserver un hôtel. Enfin, pour moi, c'est une perte de temps, ça ouais, c'est m'emmerde. clair. Bah ouais, ouais. Je fais des erreurs en plus. Donc, le seul truc, par contre, c'est que la seule difficulté pour ça, c'est les moyens de paiement. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un moyen de Ouais, paiement où qu'elle a elle ait la accès à main. tes... Ouais, Mm. ouais, c'est clair. Ça, c'est compliqué. Mais tout se forme, ouais, tout se fait. Et Et donc, après, c'est elle elle. t'envoie les infos, elle te dit, ben voilà, tu dois Ah, être... celle qui paye. Ouais, mais enfin, tu vois, après ça, elle te dit, il Ah faut bah que tu après, prennes le train à cette heure-là, que tu dans mon sois... agenda, je sais qu'à Tout est déjà dans le... 16h58, Ouais, tout est déjà faut que je parte de rentré. Rouen à 15h en voiture parce que c'est 2h30 pour aller à l'aéroport. Qu'à l'aéroport, j'ai Ah ouais, Hector. c'est au point, à ce point-là que Ouais. c'est détaillé. Ah ouais, Ah en ouais. fait, elle bloque mon agenda et je sais que je dois partir à Soulages, ce que je ne ferai pas parce que je partirai toujours en retard. Et donc, je pars et je sais que j'arrive là-bas, j'ai Hector, je sais pas si tu connais Hector. Hector, tu lui donnes la carte de la Ah ouais. voiture, il se barre, toi, tu montes dans ton avion et tu reviens 2 jours après. Il y a Hector qui te donne ta carte et toi, t'as rien vu. Ouais, je vois. T'as Ouais, rien vu. Voilà, donc tu vois, entre ma vie. Et en fait, ça ne me coûte pas. ouais. Toi, tout le monde dit, ah, le mec, il est pas. Non, mais ça me coûte pas. Enfin, ça me coûte aussi de l'argent, mais globalement, quand je te dis, toi, C'est l'argent une des m'intéresse. sociétés qui la paye, du coup, là, Bah, elle ça dépend, bosse en pour... fait. Ouais, C'est soit moi en personnel, si c'est un voyage ouais si c'est perso. perso, ouais, c'est ça, tu fais en fonction Voilà, de... soit c'est Jolcy, soit c'est en Ouais, deux c'est ça. boutiques. Voilà, et toi, quand au début du podcast, je te disais, moi, je m'en fous de l'argent pour l'argent, mais par contre, avoir de l'argent pour me payer ça, c'est mon plus Ouais, c'est gros clair. bonheur. Ouais, Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup servi quand notre fille était en chimio, tu avais la chirurgie, la chimio, j'avais 2 maisons d'enfants à gérer. Tu vois, j'avais pas ce souci de me dire, au fait, où est-ce que je vais la semaine prochaine, ouais, ou quand j'ai annulé, ou elle me gère mes invités de podcast également. ouais, je Voilà, vois. donc ça, c'est facile. Ouais, c'est clair, ouais. C'est facile, mais voilà, je suis même pas sûr qu'elle sache ce que je fais exactement dans la vie et en deux boutiques. Donc, vraiment, ton grand luxe, c'est vraiment Ah, ça, c'est mon plus gros luxe, ouais. ton plus gros luxe. Moi, si je pourrais avoir ça, ce serait bien. Et aussi quelqu'un qui fait mes repas, tu vois. Un cuisinier ou quelque chose. Ouais, 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 Ça alors, pourrait être on vraiment, l'a un petit vraiment peu top. aussi, ça. On l'a Ah un ouais? ouais. Ouais, ça, c'est trop bien, ça. On l'a un petit peu aussi. Surtout pour Euh, les enfants, quoi. ouais, Franchement, après, Camille est très présente avec les enfants ouais. et même si elle râle, je crois qu'elle aurait. Mais alors, nous, on a un staff de. En fait, là, en t'en parlant maintenant, je me rends même pas compte, mais on a un staff, je crois qu'on a 4. On doit avoir 4 babysitters différentes. Ah ouais. On en a une même qui fait des nuits, des fois. Ah ouais, trop bien. Ouais, ouais, c'est. Pour les trouver, par contre, ça va être compliqué, hein. Pas tant que ça, en fait. Parce que les nuits. Ben, en fait, toi, quand Elena, et donc ma fille qui a 15 mois, est née, elle est née en juillet 2024.
Et sa sœur donc, est née, Anna, a eu son cancer, on a été diagnostiqué le 21 mars. Et là, en fait, on savait qu'il allait y avoir des nuits où, parce qu'un enfant de 7 ans, tu ne le laisses pas à l'hôpital toute seule. Bah ouais. Donc Camille faisait les journées, moi je faisais les nuits, puis il y a un moment où elle me dit, maintenant je vais faire les nuits. Et là, je me suis dit, mais la nuit, je peux pas, enfin, je peux pas rester à la maison, je peux pas allaiter où elle se Bah ouais. réveille 5 fois dans la nuit, etc. Et, euh, et donc, on a cherché une solution et on ne trouvait pas. Et c'est Camille, sa cousine, lui dit, mais tu sais qu'il existe des babysitters de nuit. On dit, mais non, mais à Rouen, c'est pas possible. Allez, en 1 heure, elle en avait trouvé 3. Ah ouais. En fait, c'est Flora, euh, qui est, étudiante en école de sage-femme. Et la fille, elle se passe toutes ses vacances comme ça. Elle se barre en vacances avec toi. Donc, elle s'occupe de tes enfants. Et donc là, elle était en Grèce. Avec nous, elle est venue à Deauville 1 semaine. Voilà. Et dans l'année, elle fait des babysitting de nuit. Trop bien Voilà. ça. Vous avez trouvé sur quoi, tu sais? Tu te rappelles? Non, je vais te dire une connerie. Non, parce que je m'en occupe pas. Moi, des fois, je vois des gens, je dis bonjour. On a des babysitters. Tu vois, on avait 2 babysitters qui sont de l'autre côté de notre maison, Capucine et Faustine. Faustine, elle était en école de business. L'année dernière, je la vois, elle était un peu taciturne. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, ah, bah, je devais aller à New York faire un stage. Finalement, c'est annulé. Je sais pas quoi faire. Bah, je dis, écoute, je peux t'aider. L'Espagne, je l'envoie chez Zark. Ah Tu ouais, vois, bah elle oui. est allée chez Zark, elle est revenue. Elle me dit, ah, c'est trop bien chez Zark. Puis l'année prochaine, je veux faire une alternance. Vous pouvez pas me prendre? Je dis, bah, écoute, viens à la maison. Donc la gamine, Ouais, c'est clair. elle fait le babysitting le week-end. Là, elle est en train de me faire toute la com et la mise en place des kits en nos boutiques. Enfin, voilà, en fait, c'est marrant. En fait, en te le racontant comme ça, tu dis, ah ouais, en fait, c'est bizarre. Mais non, mon plus grand luxe, c'est vraiment ouais, Maëlys, Ouais. mon assistante personnelle. Et honnêtement, c'est abordable, hein. Ouais, ouais, non, mais C'est pas. je pense que c'est abordable, mais c'est vrai que je savais même pas que ça existait en fait. Si, si, il y en a plein. Tu sais, enfin, ce boulot, tu vois, tu penses au community manager pour les réseaux, tu penses à... Mais tu vois, ça, Non, pareil, non, enfin, tu vois, les réseaux, pareil, ça doit être un boulot monstre aussi, publier, poster. Ça, c'est là, quelqu'un qui fait pour toi? on a une Ouais, community quelqu'un. manager en interne. Toi, Ouais, tu crées le ouais. contenu, Moi, je crée le tu lui contenu. donnes, et Ouais. après, il se débrouille pour la suite, quoi. Ouais, alors je crée le contenu, pas assez. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment délégué une grosse partie de ça. Et des fois, quand ça passe, je suis un peu. Et j'adore Noémie, elle fait ça super bien, etc. Mais si tu veux, il y a une façon d'exprimer les gens. C'est-à-dire que là où c'est difficile, c'est quand tu as une idée très précise de ce que tu veux et le mot est important. Pour moi, le mot Ouais, je est vois. important. Et tu vois, le jour, on a une pub qui est passée, et je me suis dit, ah, putain, ça me pique, ça me fait saigner les yeux, tu vois. Choisissez vos bons outils pour l'endodontie. Non, pour moi, c'est pas outil, ça peut être équipement, ça peut être Ouais, instrument, mais ouais. et tu vois, elle me dit, mais c'est la même chose. En Outil, fait, ça fait trop ouvrier, ça fait trop... ouais, Ouais, et moi, ça me choque. Alors, ouais. je pense que ça choque pas grand monde, Non. mais moi, ça me choque. Ouais, ouais, mais voilà, et ça, c'est la difficulté de la délégation. Ouais, je vois. C'est-à-dire que quand tu as une idée précise de ce que tu veux, que tu te veux hyper spécialiste dans la niche, le truc, le machin, Dentsply en Nando, ils font pas d'erreur, par exemple, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et c'est hyper lourd, leur process, leur truc, leur machin, et que personne n'en voudrait pour rien au monde. Mais voilà, donc ça, c'est un peu la délégation, fait que de temps en temps, il y a des trucs qui sortent, mais voilà, il faut l'accepter. Ouais. Moi, mes équipes sont exceptionnelles. Enfin, vraiment. Après, t'as de la chance, parce que des fois, on essuie un peu des plates quand même. Sur les choix des... Ah, bah, on a essuyé. On a Ouais, eu, comme oui. disait ma fille, comment elle les appelle? Parce que ma fille est dans une école d'ingénieur, elle les appelle des plots. Tu sais, elle me dit, voilà, t'as des plots. Alors, oui, t'as des gens. Non, non, on est passé par des sales Ouais, moments. Ouais, oui, ouais. comme tout Mais entrepreneur. voilà, il faut accepter. Tu vois, Piccini me disait un truc, on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Alors, au début, tu dis, bah, je suis pas responsable de la misère du monde. Bah, tu sais, t'es un peu responsable dans le sens où tu te sens concerné. Tu vois, Ouais, donc, oui, si un mauvais recrutement, c'est toi qui as recruté. Voilà, donc il faut te dire, bah, qu'est-ce que je ferai l'année prochaine pour pas ouais, recruter ça. Sur Endo Boutique, c'est vraiment, même sur Endo Academy d'ailleurs, mais après, sur plus impliqué l'opérationnel d'Endo Boutique, moi j'ai une équipe exceptionnelle. J'ai une fille, Clémence, elle est incroyable. ouais. Elle est incroyable. On a une réunion par semaine, alors on a du Slack, on a beaucoup d'outils si tu veux, mais ouais, il faut les laisser la. Enfin, toi, j'ai aucun souci avec ça. Ouais, je vois. Ok. Aucun souci avec ça. J'aime bien finir sur savoir si tu avais quelque chose, un conseil à te donner quand tu as commencé ton parcours. Ça permettrait aussi à un jeune qui commence soit à entreprendre, soit à se lancer dans une spécialisation. Mon conseil, alors tu vois, c'est ce que là, je viens de dire la phrase, mais ça serait vraiment, souviens-toi qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ouais,
Et alors, je suis pas un philosophe je suis pas ni philosophe ni artiste, moi, hein, mais si tu prends cette phrase-là, c'est que tu peux pas tu peux pas non plus la concevoir uniquement quand ça t'intéresse. En disant j'ai réussi, c'est grâce à moi. Hmm. Si j'ai merdé, c'est à cause de toi. Et en fait, oui, dans tout ce parcours, tu as j'ai des hauts et des bas, euh, je pense, si tu veux, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand j'ai intégré le groupe 3M, bah, il y a quelques dentistes, même pas mal de dentistes, eux, ils m'ont vu arriver, moi je les connaissais pas, eux, ils me connaissaient de nom parce qu'ils m'ont vu, etc. Et les mecs étaient persuadés que j'étais millionnaire, mais vraiment. Et là, j'ai dit non, les mecs. Et en fait, une des grosses erreurs que j'ai faites, c'est par exemple la gestion de l'argent. C'est la gestion de mes patrimoines, etc. Moi, j'ai de l'argent, je vais le réinvestir, toujours. Je pars du principe que si je peux laisser un minimum à mes enfants pour qu'ils se lancent, j'aurais fait mon job. Hmm. Le reste, bah, si j'ai tout bouffé en me plantant, et ben voilà, je gagne de l'argent, c'est pour le dépenser et le réinvestir. Et je pense que la croissance que l'on connaît, elle est sur le fait de dire j'ai de l'oseille, j'ai réinvesti. Quand Endo Academy était pas bien, mais on avait un peu de trésorerie. Au lieu de se le prendre en dividende, on l'a réinvesti dans la société et c'est là qui fait qu'elle croît. Hmm. Là, aujourd'hui, on a eu la valorisation de la société parce qu'on on avait besoin de connaître la valo. Bah, quand j'ai vu le chiffre, je me dis putain, je peux être fier de moi en fait. Ouais. Je peux être fier de nous. Pas de moi. Ça, c'est un travers que j'ai, c'est penser. Mais on peut être fier de nous. Tu vois, là, quand on me dit, là, votre société, elle vaut 800 000 euros. Alors, sur le papier, parce que tant que tu l'as pas vendu Oui, 800 c'est 000, elle toujours vaut pas pareil, 800 mais 000 au euros. moins, là. Et là, tu dis, ok, bah ça vaut de l'argent. Ouais, ouais. C'est de la monnaie de singe, peut-être, mais c'est une forme de valeur, au moins sur l'analyse d'un Ouais, résultat. je vois. Et ben ça, on en est responsable, mais toutes les erreurs qu'on a fait, on en est responsable. Et que quand ça se passe mal avec un collaborateur, tu dois te dire, ok, il a une part de responsabilité, mais toi aussi. Au moins celle de ne pas avoir Hmm. vu qu'il était comme ça. Et voilà. Ça engendre aussi, ce que je lui dirais à 25 ans, c'est tu vas prendre des coups. Et j'en ai pris ouais, un paquet, parce que là, quand je te raconte ça, c'est presque idyllique, mais j'ai pris énormément de coups. Ça m'a beaucoup affecté. Ça continue, hein. Ça continue à m'affecter quand je prends des coups. Surtout quand je prends des coups où je me dis, putain, pourquoi il dit enfin, ça, c'est pas juste. Ouais, je vois. Tu vois, il y a des fois où je pense que j'ai un côté très, très provocateur euh, que je revendique, qui s'est un peu estompé avec le temps. Et quand je prenais des coups, on pouvait me dire, bah ouais, mais regarde, t'as titillé, t'as la monnaie de ta pièce, t'as dit ça en conférence, t'as un mec qui revient t'attaquer, c'est normal, t'avais qu'à pas le dire. Donc ça, ok. Par contre, si tu veux, mais j'ai tout eu, hein. J'ai tout eu. J'ai eu, ah bah vous savez pas, mais ça, j'ai les WhatsApp, enfin, des transmissions de WhatsApp, où il y a un mec qui dit, est-ce que c'est vrai que moi, ma petite fille venait de naître en juillet 2024, et il y avait un bruit qui courait en disant, bah, depuis que sa fille est née, Stéphane a quitté sa femme pour partir avec un mec. Ah ouais. Mais Ah ouais, des choses comme ça, quoi. ah oui, non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Après, moi, j'ai absolument rien contre l'homosexualité. J'aurais été homosexuel, je pense que je l'aurais dit à tout le monde. Je ne suis pas homosexuel, loin de là, c'est pas mon truc. J'ai pas quitté ma femme et je l'aime et on a un enfant. Et toi, à un moment, tu te dis, mais pourquoi ça, quoi? Ouais, c'est clair. Et ça arrive sur ton premier cercle, tu vois. Le mec, il te dit, donc c'est remonté jusqu'à eux. Tu sais pas qui a fait courir le bruit, mais de la même façon que le mec qui te dit Brigitte Macron était un homme. Et Ouais. si tant est que c'était le cas, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et ça va loin, hein, sur Brigitte Macron, d'ailleurs, en parlant de Bien ça. sûr que ça va loin. Bien sûr que ça va loin. Mais en fait, si tu veux, les gens se rendent pas compte. Je sais pas si voilà. Le procès, les mecs disent ouais, mais bon, on se l'a fait Charlie Hebdo. Bah, t'es complètement con, mon gars. Ouais, c'est clair. C'est pas ça qu'on te demande. À part détruire la vie de quelqu'un sous prétexte que c'est une personnalité publique, on en pense qu'on veut. Cette pauvre femme, son seul défaut, c'est d'être la femme d'un mec qui a décidé de président de la Ouais, République, c'est quand même. clair. Et donc, moi, j'ai eu des coups comme ça. Un jour, je m'étais fait attaquer sur les réseaux. Le mec dit ouais, toi, évidemment, tu parles de la biodentique, mais tu as touché, je sais plus, 300 000 euros par septodon. Alors, j'ai dit écoute, si j'ai touché 300 000 euros, je les ai pas vus passer sur mon compte. Et en fait, le mec avait mélangé. En fait, c'était 300 000 euros, c'était un financement. Il a fallu que j'aille sur le site pour me dire bah oui, non, mais c'est complètement débile. C'était le financement d'une thèse, ce qu'on appelle une thèse de CIFRE. Et c'était même pas pour moi, c'était pour payer le salaire d'un Ouais, thésard, tu vois. ouais. Et, euh, et les mecs, voilà, et c'était tout le temps comme ça. Je n'ai pas tous les jours, faut pas déconner, mais t'as une fois par semaine, t'as un truc, tu te dis, mais Ouais, je vois. pourquoi vous faites ça, quoi? Enfin, voilà. Donc, ce que je dirais à ce mec, c'est souviens-toi que tu es 100% responsable de tout ce qui va t'arriver. Attends-toi à prendre des coups et bah, protège-toi. Et l'erreur que j'ai fait au départ,
et que je fais encore d'ailleurs de temps en temps, c'est que quand je prends un coup, je réponds. Et en fait, il faut apprendre à pas répondre. Et ça, c'est pas facile. Parce que surtout quand tu trouves que c'est injuste. Et c'est exactement ce que tu vas retrouver en politique avec un groupe qui est très à gauche et dont je ne donnerai pas le nom, mais qui va en permanence sortir des conneries. Et ça, c'était un truc que j'avais appris à l'EM Lyon. Et le mec de la com il nous disait, peu importe que l'on parle de vous en bien ou en mal, le tout est qu'on parle de vous. Mm. Tu vois, des mecs comme il s'appelle Caron de chez LFI, tu sais, qui est le mec qui est végétarien, etc. En fait, lui va te sortir n'importe que des conneries pour qu'on parle de lui. Ouais, Et ça je marche vois. en fait. Et ça marche, et c'est ça qui est fou. Et donc, si tu veux une rumeur s'étouffe dans l'œuf, il faut surtout pas en parler. Et tu regardes sur Facebook le Ouais, nombre je de vois. trucs. Et tu vois, souvent à l'échéance d'un problème, tu te dis, bah écoute, voilà, c'est étouffé tout seul, Ouais, je quoi. vois. Ok. Et T'as voilà. déjà parlé un peu d'anecdotes un peu difficiles peut-être t'as quelque chose d'autre à partager. Je finis souvent par deux anecdotes, une difficile soit dans ton cabinet, soit vraiment quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours, et après une un peu plus fun. Ce qui m'a marqué dans mon parcours, c'est la violence du système universitaire. Ouais. Vraiment. Et en fait, très souvent, on m'a dit, ouais, c'est un calculateur. En fait, je calcule très peu. Je suis pas un joueur d'échecs. Si tu veux, je suis vraiment, j'avance beaucoup au feeling et au sentiment. C'est-à-dire que je suis capable de me défoncer pour une personne que j'aime beaucoup, Mm. et puis de pas forcément faire d'efforts si j'apprécie pas quelqu'un. Et en fait, quand tu es comme ça dans un système qui ne te ressemble pas, c'est difficile parce que les gens sont persuadés que tu es en permanence en train de calculer. Ouais, je vois. Alors que c'est pas le cas, en fait. Donc tu te dis, mais pourquoi ils pensent ça? Alors que, euh, après, en réfléchissant, tu dis, oui, le mec qui lui pense comme ça, effectivement, il aurait pu voir dans ce truc-là. Et en fait, pour moi, la sortie du système universitaire, ça ne me manque pas, vraiment. Il y a des choses qui me manquent, mais pas le principe même, parce que c'est d'une violence, mais Ouais. qui est inouïe. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est violent. Moi, les pires coups que j'ai pris sont. T'as un exemple ou pas que tu peux partager? Ouais, ouais, je veux pas donner de nom, mais Non, ouais, sans donner de nom. j'ai une étudiante que j'ai pris, mais vraiment du berceau. Toi, elle est arrivée en 5e année, elle a fait son DEA, son master recherche avec moi, son master pro, son internat, son DU. Je lui ai trouvé son poste d'assistanat. Elle était en train de faire sa thèse avec moi en co-tutelle, où je l'avais renvoyée, elle me faisait à moitié avec moi, à moitié avec sa ville natale. Donc ça lui permettait de rentrer un peu chez elle, Ouais. etc. Et la nana, la première occasion qu'elle a eu de me mettre un couteau dans le dos, elle l'a fait. Et là, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu Ouais, fais ça en ouais. fait? Ça te coûtait quoi? En fait, moi, à l'époque, je travaillais beaucoup, beaucoup sur la pulpotomie camérale. Et, euh, et donc, elle faisait sa thèse sur la pulpotomie avec une autre université où j'avais mis, qui travaillait un peu dessus. Toi, j'avais vraiment essayé d'être collégial, Hmm. etc. Au bout de 8 mois, elle sort un papier donc avec l'autre co-directrice de thèse sur la pulpotomie en général. Et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Enfin, Ouais, c'est clair. tu vois, alors, c'est un problème d'ego, hein, parce que j'ai l'impression que la pulpotomie, c'était moi. Et quoi qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup moins en France, au moins, pas en Europe. Et là, tu te dis, ouais, mais je peux pas vivre comme ça, quoi. C'est pas Ouais, c'est possible. Je veux clair. dire, tu peux pas vivre. Et en fait, les mecs ont l'habitude de se prendre des coups. Ouais. Parce qu'ils en donnent. Et quoi, t'en donnes pas. Enfin, je pense pouvoir dire. Alors, tu as toujours forcément quelqu'un qui va te dire, ouais, c'est pas vraiment, mais je pense vraiment sincèrement pouvoir dire que j'ai jamais voulu tuer quelqu'un pour prendre sa place. Vraiment, je m'en fous. Ouais. Il a sa place, je vais aller chercher une place à côté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'expérience un peu négative que j'ai de tout Ouais. ce parcours. Et une anecdote un peu plus fun, quelque chose d'un peu plus marrant qui t'est arrivé au cabinet ou dans Ah, si, un ta truc vie qui me faisait d'entrepreneur. rire au cabinet. Enfin, tu vois, un jour, j'étais à l'hôpital. Je travaillais, enfin, j'avais des soins à l'hôpital. J'avais une journée et demie de soins. Et il y a une dame qui prend rendez-vous avec moi. Et je vais la chercher dans la salle d'attente. Je dis, vous êtes madame Intel? Oui, bah, je vais venir avec moi. Et la nana se lève pas. Et je lui dis, bah, vous venez pas? Elle me dit, non, non, moi j'ai rendez-vous avec le professeur Simon. Et je lui dis, eh ben, ça tombe bien parce que c'est moi. Et la madame me dit, bon, allez, arrêtez, c'est pas. Non, non, allez me chercher le professeur Simon. Je dis, mais madame, c'est moi. Je sais pas comment vous voulez. Et là, je commence à rigoler, si tu veux. Et je lui dis, mais pourquoi vous me croyez pas? Il me dit, non, mais un professeur,
c'est quelqu'un qui est grand, qui a une barbe, qui a des stylos. Je dis, bah, écoutez, je suis désolé, la barbe, je vais pas vous la faire pousser. Je suis allé chercher des abaissements que j'ai mis dans ma poche, on a rigolé. Et voilà. Et donc, en fait, toute ma vie, c'était un peu ça. C'est-à-dire que je fais plus jeune que mon âge, j'ai 54 ans, donc il paraît que je fais plus jeune que mon âge. Beaucoup Donc là, plus, là, ça devient un peu compliqué. Mais, et donc, je me souviens de ce truc-là. Tu te dis, en fait, l'image que les gens se font du professeur Simon. Voilà, puis il y a une autre anecdote en cabinet, c'est que un jour, ça c'était il y a un an, et je fais mon briefing avec mon assistante administrative, et puis elle me dit, bah, faites attention, ce patient, il faut absolument qu'il reparte à telle heure, parce qu'il a un train. Je dis, ah bon, il vient d'où? Elle me dit, parce qu'il a un avion pour Toulouse. Enfin, moi, je suis à Rouen, quand même. Ouais, Je dis, c'est mais clair. comment ça, à Toulouse? Mais il est de passage. Elle me dit, non, 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 il vient vous voir exprès. Je dis, bon, là, tu sais que tu vas passer un sale moment, hein, parce que le mec, il fait Toulouse-Rouen. C'est clair. Tu vois, dans la salle d'attente, il arrive avec 2 pochettes d'IRM, de scanner, de trucs, de machin. Et le mec, il s'installe et dit, bon, alors là, quand ça commence comme ça. Et en fait, c'était un mec qui avait lu un truc sur la revitalisation que j'avais écrit peut-être il y a 10 ans. Le mec, il me dit, moi, je veux ça. Et je dis, mais monsieur, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. Si. Moi, on m'a dit, j'ai fait tout votre Google. Il n'y a que vous qui pouvez me faire ça. Et là, voilà. Donc, c'est des histoires un peu au cabinet qui m'amusent. Ouais, et c'était surtout le professeur. Je reverrai toujours la tête de cette pauvre femme qui ne voulait pas se lever. Elle disait, non, moi, elle voulait un vieux avec une barbe. Des stylos dans son truc, tu vois, avec la blouse dégueulasse à la Raoul, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un professeur. Donc voilà. Bon, bah, si on peut conclure sur ce podcast, est-ce que tu as quelqu'un après que tu aimerais bien voir, hein, une interview ou quelqu'un à me conseiller pour la suite? Alors moi, il y a deux personnes que j'ai jamais réussi à voir et je te souhaite de pouvoir les avoir. J'aurais adoré faire un podcast avec le président du Conseil de l'Ordre national. Tu vois, Tu sais que je l'avais en contact en plus. Ah ouais? Il a jamais répondu, mais... Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont des cellules de com qui bloquent ça. Ouais. Et j'aurais aimé avoir, si tu peux l'avoir, ça peut être pas mal. C'est le président des CDF. Ok. Parce que j'avais fait FSDL, j'avais fait l'UJCD, alors je sais pas, c'est l'Union dentaire maintenant, et j'avais le syndicat des femmes, et il me manquait le CDF. Et en fait, je pense que ça serait intéressant parce que ce qui est intéressant de discuter avec ces gens, c'est qu'on comprend mieux pourquoi les décisions qu'ils prennent sont tellement décalées, décalées par rapport à ce qu'on attend. Et tu vois, je me souviens, récemment, j'ai fait un podcast avec Julien Lopi de l'ADF. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il te fait comprendre un truc. Alors déjà, lui est très intéressant. C'est un vrai politique, mais et il l'assume complètement et j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais surtout, il t'explique en fait le facteur temps n'est pas la même échelle pour eux et pour nous parce qu'ils sont au gré des modifications ministérielles, etc. Et voilà, donc si tu as l'opportunité d'avoir ces gens-là, c'est intéressant. Ouais. Okay. Comment on en arrive? Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment on en arrive à être président du Conseil national de l'ordre et surtout, qu'est-ce qui a motivé ça? Ouais, je vois. Tu vois et parce que c'est pas un cheminement normal. Non, c'est sûr. La politique, en général, c'est qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire de la politique à part prendre des coups et mettre ta famille en danger, quoi. Bah, on lui demandera. Bah, écoute, si tu l'as, franchement, je regarderai avec... Pas de souci. Parce qu'en plus, je pense que c'est un mec un peu bonnard, lui. Et il a des choses à dire, ouais. Ouais, bah, c'est sûr et certain. Bon, bah, merci beaucoup. Ça faisait un plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère que comme moi, la vision de Stéphane Simon et tous ses projets t'ont inspiré et t'ont donné envie d'aller encore plus loin dans ta pratique. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Tu connais la musique. Ça me ferait super plaisir et surtout, ça permettrait de continuer à faire grossir cette chaîne pour aller voir des intervenants de plus en plus intéressants en France ou même à l'étranger. On sait jamais.